Salut à tous, bienvenue au deuxième épisode, qui est finalement pas le deuxième épisode, mais bon, le deuxième épisode du nouveau concept du French Show. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série de livres, ma série jeunesse préférée que j'ai lue à l'époque et qui continue d'être sur le podium dans ma tête. Probablement qu'un jour ce sera détrôné par une série adulte, mais peut-être c'est parce que c'est teinté par les lunettes de la nostalgie. Mais je vais vous parler de cette série-là qui s'appelle Bobby Pendragon. On va également parler, j'ai ajouté un classique dans ma collection de jeux de société. Quand je dis que je suis pas une chaîne spécialisée dans rien, je peux pas commencer à toujours jouer aux nouveaux jeux et j'ai rajouté Les Aventuriers du Rail. Donc je vais vous parler de ma première expérience. C'était la première fois que je jouais à ce jeu-là, que pourtant je connais. Je connais très bien, mais j'avais jamais joué. Et je vais parler aussi. J'ai découvert cette semaine en stream sur Twitch, j'ai essayé un petit démo. Il y a du monde qui assiste à l'enregistrement en ce moment qui était là. Mais Teddy Zevin, j'ai failli me mordre la langue en disant ça tellement c'était le fun. Un petit jeu cozy, comme on dit. À cette heure, c'est rendu un terme officiel, cozy. Mais un petit jeu confortable, un petit jeu relax de gestion de boutique dans un monde fantastique médiéval. Donc, je vais pouvoir vous en revenir là-dessus. Et puis finalement, la portion finance, ça va être, on va apprendre ensemble à travers ce podcast-là, on va le développer ensemble, mais ça sera peut-être pas toujours finance, mais ça va être la vie en général, finance, sécurité et compagnie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir un gestionnaire de mots de passe, parce que, mon Dieu, puis c'est relié à vos finances de près ou de loin, parce que tous vos comptes reliés à votre argent, vous les avez en ligne avec un mot de passe, donc voilà. Et il y a un lien qui se fait, ça vient pas de n'importe où. S'il vous plaît, restez, je vous jure que ça fait du sens. Ça va faire du sens en tout cas. Alors, on va parler de tout ça, puis une petite nouvelle concernant une petite nouvelle régulation, je pense. J'ai lu un article en anglais. Bref, il va y avoir des nouvelles normes dans l'industrie automobile pour les véhicules qui se conduisent tout seuls. Puis je vous dis, bon French Show! Yeah! Bienvenue à tout le monde au French Show. J'espère que vous allez bien. S'il y a des gens qui écoutent la version audio, n'oubliez pas que je fais l'enregistrement en live sur ma chaîne Twitch du French Channel. Donc, tous les liens, comme toujours, sont dans les descriptions des podcasts. Peu importe si vous l'écoutez sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify, quel autre, où est-ce que je suis? Podcast Addict, en tout cas, une couple de places. Le lien du Twitch est là si ça vous intéresse de voir ça en live et de participer dans le chat. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Le podcast va être un petit peu plus court, je pense. J'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi, il va être un peu plus court que le premier épisode. Le premier épisode, d'un, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer le concept, puis on jasait beaucoup, puis j'avais quand même une couple de nouvelles. Donc bref, à voir, mais j'ai décidé que j'allais bouger la portion finance et comme je viens de dire, sécurité, bref, la vie en général à la fin. Parce que j'ai réécouté, j'aime ça réécouter ce que je fais pour voir qu'est-ce que je peux améliorer. Puis définitivement, comme j'ai envie que ce podcast-là soit principalement à saveur geek par rapport aux livres, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, les jeux de société, je me suis dit que c'était illogique et ça risquait de perdre des fois des gens de commencer avec ça. Donc je vais toujours terminer avec cette rubrique-là. Comme ça, au moins, on commence dans le sujet, les sujets peut-être qui vous intéressent plus, mais en espérant que par le temps qu'on arrive au bout des finances, vous ayez eu tellement d'intérêt à écouter le reste que vous avez envie de savoir qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà. Alors prenez place, prenez votre café. Moi je suis, encore une fois, on enregistre ça un dimanche soir cette fois-ci, donc je suis sur la Guinness 0, santé. Donc, les romans. J'ai pas terminé encore le club M. J'ai avancé, mais pas autant que j'aurais voulu. Ça, c'est un de mes challenges de vie, mais un de mes challenges pour 2026. Là. Surtout avec tous les projets que je relance en même temps, c'est important que je sois structuré, ce qui n'est pas toujours ma force. Je suis structuré sur certaines choses, mais pas au niveau du temps. Ça a toujours été ma faiblesse. Je comprends pas le temps, en fait. C'est un concept qui m'échappe. Quand je me rappelle que c'est un concept inventé par l'homme, ça me rassure, mais bon, c'est un concept qui m'échappe. Alors, tout ça pour dire qu'avec les projets, la réparation de la sécheuse cette semaine, les streams, et en tout cas plein de trucs, j'ai lu, mais pas autant que je voulais.
Puis voilà, fait que Club Ebb, ça l'avance, ça commence à être fucked up. La dernière fois que j'en ai parlé, je disais que c'était encore smooth, c'est encore le bout léger où est-ce qu'ils écrivent leur roman en Allemagne. D'ailleurs, je pense que j'aurais pris un livre juste de eux, tu sais, un livre léger, pas fucké, de leur histoire d'écrivain en Allemagne. Mais là, je sais qu'on commence à s'en aller vers des bouts fuckés. Là. Je commence à avoir un petit aperçu. Donc, ben, j'ai envie de vous parler de Bobby Pendragon. Bobby Pendragon, c'est une série, je trouve, qui ben, moi, je me rappelle encore. Ben, regardez ce que je vais faire. Commencer par vous montrer. J'ai pas amené. Il y a 10 tomes. C'est une série de 10 tomes publiés dans les années 2000. Ça disait à partir de 12 ans en plus. Voici le tome 1, Le Marchand de peur, qui a du vécu, qui est allé dans mon sac à dos. Dans mon sac d'école quand j'étais jeune. Et je pense que je l'avais même passé à mon ami Christophe, a.k.a. Biscuit Boom. Donc, Bobby Pendragon, Le Marchand de peur. Je vais vous expliquer, je vais essayer de faire un résumé de l'histoire en général. Moi qui n'ai pas un esprit de synthèse, on va se croiser les doigts, surtout que ça fait longtemps que j'ai lu ça. C'est pas une série que j'ai relue. Je suis pas quelqu'un qui a relu beaucoup de livres. J'en ai relu quelques-uns, mais pas une tonne, parce que souvent je me dis il y a tellement de choses que j'ai envie de lire et de découvrir que j'ai pas le temps de relire quelque chose que j'ai déjà lu. Mais bon. Donc, Bobby Pendragon, 10 tomes. Ce que j'allais dire au tout début, avant de vous montrer le livre, c'est que j'ai l'impression que c'est une série qui est passée un peu sous le radar. Peut-être pas au moment où c'est sorti. Je me rappelle encore d'avoir vu ça chez Renaud Bré. Je voyais les 3 premiers tomes. Puis là, le cover, moi je l'ai toujours dit, je vais continuer de le dire, je m'en cache pas. Puis j'ai même pas honte. Je juge les livres par leur couverture. Parce que c'est ma première porte d'entrée, mon invitation à lire un livre avant même que j'y touche, c'est la couverture. Donc il faut que ça m'attire. Et j'aime l'art. J'aime l'art. Quand j'achetais, là j'en achète plus, mais quand je collectionnais pas mal de comic books américains, Marvel Comics, DC, Boom Studio, Image Comics, j'ai beaucoup de Valiant Entertainment aussi pour ceux qui connaissent ça. Ben pour moi, oui, l'histoire et l'histoire et l'art à l'intérieur, ça en était pour beaucoup, mais le cover, je peux ouvrir mes boîtes de comics puis juste feuilleter mes comics juste pour apprécier la couverture. Même affaire avec les livres. Bébel, je dis I, on dit jamais I entre nous autres, c'était juste pour le monde qui écoute le podcast. Mais Bébel, a dit dans le chat, en effet, je la connais pas, moi, mes séries quand j'étais jeune, c'était Amos d'Aragon et Pacal. T'as lu Pacal? J'ai les Pacal. On pourrait en reparler une autre fois. Donc Pacal, en fait, Amos d'Aragon et Pacal, pour ceux qui seraient peut-être pas familiers, ce sont 2 séries québécoises. Bon, malheureusement, Pacal, son auteur Maxime Roussy a eu quelques problèmes avec la justice parce que je pense qu'il aime les petites filles. Ça, c'est un peu problématique. Mais Pacal, c'était quand même une série excellente. Même si, je me rappelle, il y avait j'avais trouvé quelques incohérences temporelles là, dans certains tomes. Je pense que j'ai pas lu les 2 derniers, parce que je sais pas si tu te rappelles, Bebel, je sais pas si tu les as toutes lues, mais il y a eu un changement de maison d'édition à partir du tome 8 ou 9. Probablement, ça m'avait fait chier parce que les couvertures étaient crissement moins belles à partir du changement d'édition. Puis il m'en manque 2 ou 3. Là. À un moment donné, je les avais vus sur Facebook Marketplace. Faudrait que je les achète juste pour avoir la série. Et puis Amos d'Aragon. Amos d'Aragon, j'ai juste lu le premier. Je possède juste le premier. Je me rappelle à quel point c'était populaire. Je sais comment c'est une série de livres qui a donné envie à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes à cette époque-là de lire. J'ai aimé la lecture du premier. Probablement que j'apprécierais le reste de la série aussi, mais à ce moment-là, j'étais sur d'autres choses. Quand Amos d'Aragon commençait à être populaire, ça l'a, comme je dis, donné à beaucoup de jeunes l'envie de lire, mais moi, à ce moment-là, j'étais déjà pas mal souvent en train de lire, puis j'étais souvent pris sur d'autres briques, puis des grosses séries, puis tout. Fait que j'étais comme, à un moment donné, je vais attaquer Amos d'Aragon, puis je l'ai jamais fait. Donc voilà, bref. Fait que c'est des séries, effectivement, Bebel, que je connais. Mais Bobby Pendragon, c'est ça. C'était à vendre. Puis je me rappelle avoir vu les covers. J'étais comme, c'est intéressant. Là, je regarde en arrière. Ah, ok, cool. L'histoire m'intéresse. Je vais y venir à l'histoire. Lâchez-moi pas. Partez pas. Je vais arriver à l'histoire. Mais après une couple d'années, quand le dernier tome est sorti, j'ai rarement entendu du monde qui m'ont parlé de Bobby Pendragon. Ça n'a jamais été adapté en série ou en film. Des fois, j'aurais le goût que ça soit adapté, puis en même temps, j'ai peur que ce soit adapté. Parce que là, je sais que je fais du coq à l'âne, ça c'est moi. Je suis bienvenue dans ma tête.
le problème, je trouve souvent avec des adaptations comme la dégueulasserie, moi j'ai lu la série Artemis Fall aussi, qui a été écrite par un auteur irlandais. Ils ont fait un film sur Amazon Prime, je pense, ou Disney, je sais plus. Disney, il y a quelques années. Le film est dégueulasse. Puis un des problèmes, bon, il y a plein de problèmes là, dans l'adaptation, mais un des problèmes, je trouve, quand que des séries de livres sont adaptées en film des années plus tard, c'est qu'ils sont pas capables de comprendre comme il faut c'est qui leur public cible. Puis c'est ça qui me dépasse. Je trouve que c'est le problème principal. Dans ma tête à moi, c'est évident que c'est le problème principal. C'est qu'ils vont prendre une série, ils vont se dire ah, ok, Artemis Falls, série jeunesse, public cible, les enfants. Puis là, ils ont fait une série très enfantaine. Puis ils disent mais non, Chris, wake up. La plupart des gens qui ont lu Artemis Falls puis qui aimeraient voir un film ou une série, c'est rendu des adultes. Je comprends que c'est une série jeunesse. Je te dis pas de faire une affaire ultra dark, mais fais une série qui vise des adultes qui aimeraient cette histoire-là, puis les enfants vont suivre. Les enfants, ils suivent toujours par des... On regarde qu'est-ce que nos parents écoutent. Tu sais, Harry Potter, oui, les 2 premiers films, il y a un peu une vibe, tu sais, film pour enfants, mais même là, pas tant que ça, malgré tout. Puis après ça, clairement pas. Même si c'était une série jeunesse, puis ça l'a pogné. Fait arrêtez de viser les enfants, viser. C'est même affaire que les Power Rangers. Tu veux faire une série Power Rangers qui marche sur Netflix? Fais une série que le public cible, c'est des gars de 38 ans qui adorent les arts martiaux. Vise eux, ça va avoir 10 fois plus de chances de pogner, puis les jeunes, ils vont l'écouter pareil. Je comprends pas comment que les gens à cravate dans les compagnies de production cinématographique qui réfléchissent, mais on dirait qu'ils réfléchissent pas. On dirait qu'ils sont tous. Regarde, je vais rester gentil, mais on dirait qu'ils vivent sur une autre planète. Donc bref, Bobby Pendragon, non seulement c'est une série jeunesse, mais en plus c'est écrit à partir de 12 ans en arrière. Fait que venez pas me faire un film ou une série télé qui a l'air d'être pour un enfant de 8 ans. Donc, j'ai pas eu grand monde qui m'a parlé de ce livre-là. C'est peut-être un peu agace de ma part si jamais ça vous intéresse de parler de ce livre-là maintenant parce que bonne chance pour l'acheter. Si vous lisez en anglais, j'ai vu qu'il y avait la collection complète en anglais sur Amazon. C'est la première fois que je voyais ça, j'avais jamais remarqué avant. En français, c'est dur à trouver, ça va être sur Marketplace, ça va être dans les livres d'occasion. Ou sinon, comme ma bibliothèque où je travaille, allez voir à votre bibliothèque. Moi, on l'a dans la série, dans la section ado. On les a toutes. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de les trouver. Donc, c'est quoi Bobby Pendragon? Je vous parle de où le trouver, mais je ne sais même pas c'est quoi. Hein? Ça, c'est bien moi. En gros, c'est une série dans laquelle on commence avec Bobby au début du tome 1. Il a 14 ans. Il vit à New York, Brooklyn, si je me rappelle bien, mais bref, il vit à New York. C'est un joueur de basket, c'est un petit gars quand même un peu cool à l'école, puis sa vie va bien d'adolescent. Et un jour, son oncle Press, puis c'est drôle parce que moi, à chaque fois que je lisais, à chaque fois que j'ai lu les tomes, les 10 tomes, quand il y a des bouts avec son oncle Press, je m'imaginais toujours le Doc Brown dans Back to the Future, c'est lui que je me faisais en image. Donc, son oncle Press vient le chercher et dit « Bobby, suis-moi, j'ai besoin de toi ». Et long story short, on découvre un monde où il y a ce qu'on appelle des flumes, F-L-U-M-E. Donc, c'est des espèces de portails spatio-temporels qui te permettent de te déplacer d'un monde à l'autre. Donc là, j'ai pris des mots conventionnels. Dans le livre, les mondes s'appellent des territoires avec un T majuscule. Il y en a 10. Et dans le fond, il y a bien sûr un méchant. On ne sait pas trop pourquoi. On l'apprend vers la fin, mais on va pas spoiler. Il y a un méchant qui essaie de faire tomber chacun des mondes. Et dans le fond, on apprend que les 10 mondes, de près ou de loin, sont interreliés. Donc, s'il y en a un qui commence à mal aller, de près ou de loin, ça peut impacter les autres. Ce que j'ai adoré de Bobby Pendragon, 2 choses en partant, parce que bon, l'histoire, comme je vous dis, c'est un énorme résumé, mais en gros, on a excusez, je vais terminer, je vais m'améliorer, je le promets. Je vais terminer le petit résumé. C'est que Bobby apprend de son oncle que eux, ils sont des voyageurs avec un V majuscule, de notre terre à nous, qu'on connaît à notre époque, dans les années 2000. Et dans le fond, chaque territoire, comme je dis, il y en a 10, ont leurs propres voyageurs. Et ce sont les seules personnes, en théorie, qui sont capables de voyager d'un monde à l'autre. Et la manière que le méchant s'y prend pour essayer de faire tomber un des territoires, peu importe lequel, c'est qu'il arrive à un moment spécifique dans le temps de ce monde-là, de cette planète-là, où
il y a un gros enjeu qui se passe. Ça peut être un enjeu environnemental, ça peut être un enjeu politique, ça peut être un enjeu social, mais il se passe de quoi de très gros. Et lui, il essaie de profiter de ça pour manipuler la faiblesse humaine et essayer de faire en sorte que les sociétés de ces planètes-là s'écroulent. Puis si les sociétés s'écroulent, lui, il peut parvenir à ses fins, peu importe quelles sont ses fins. Comme je dis, on les connaît pas. Donc ça vous donne un peu une idée. Et puis je reviens à ce que j'allais dire, ce que j'aime. Bon, je vais commencer avec les territoires, les 10 territoires. L'auteur, DJ, j'ai jamais su vraiment si c'est DJ Machel ou Machel ou j'ai jamais vraiment su comment le prononcer. Je pense que j'avais checké à un moment donné puis j'ai oublié avec le temps. Il y a une super belle imagination. Puis des fois, il y a des bouts. C'est pas vraiment une série ultra dark, mais des fois, dans certains territoires, il y a certains bouts qui sont quand même un peu dark dans la manière que ça se passe, puis je vais vous expliquer quelque chose sur l'auteur dans quelques minutes qui permet de comprendre un peu de où ça lui vient. Mais les territoires en soi, son imagination, elle est débordante parce que, pour vrai, il y a 10 tomes, il y a 10 territoires, donc on peut déjà se dire qu'en général, c'est pas tout à fait ça, mais en général, c'est à peu près comme un territoire principal qui est exploré par tome. Puis ils sont tous différents. Le premier tome, il part de New York, puis on s'en va dans un territoire qui s'appelle Danduron, qui est une espèce de planète médiévale. Donc la technologie est plus ancienne, tout ça. C'est pas la Terre, mais c'est vraiment un monde médiéval. Et les enjeux qui s'y passent sont propres à ce qu'on pourrait s'attendre dans une histoire médiévale. Dans le tome 2, il va sur le territoire de Chloral. C'est une planète 100% d'eau. Il n'y a pas de terre. Les terres qui existent, ce sont des terres flottantes qui ont été créées par l'homme. Mais comme c'est un monde aquatique, c'est mon préféré dans tous les territoires de Bobby Pendragon. Comme c'est un monde aquatique, il y a des affaires, il y a certaines technologies qui sont plus arriérées que ce que nous on connaît dans notre 21e siècle sur Terre. Mais toutes les technologies aquatiques sont ultra poussées, ultra avancées. J'ai adoré explorer ce monde-là en particulier. Tu sais, exemple, il y a un bocal, ça a l'air d'un bocal en vitre que tu mettrais un poisson, mais quand tu le mets sur ta tête, il devient ultra flexible, malléable, il prend la forme de ta tête, puis ça te permet de respirer sans problème et de parler en dessous de l'eau. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc bref, il y a un monde qui est ultra futuristique, puis il y a l'intelligence artificielle. Celui-là, j'aimerais le relire avec ma tête d'aujourd'hui, parce que l'enjeu social qui se passe, c'est que les gens sont tous pris dans un monde virtuel. Donc les villes sont vides, puis il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. Donc tout est en décrépitude, tout est en train de s'effondrer parce que les gens sont plugués en intraveineuse, puis ils veulent juste plus sortir du monde virtuel. Donc c'est ça, avec ce qu'on voit aujourd'hui, je trouve ça vraiment d'à propos. Donc voilà. Puis là, je ne vais pas toutes les décrire, mais vous pouvez voir un peu, chaque monde est différent. Donc la diversité des territoires, des 10 territoires, est vraiment, juste ça, c'est super intéressant. Mais l'autre chose très importante où je veux en venir, que j'ai aimé, c'est le personnage de Bobby Pendragon. On est habitué à des personnages qui deviennent très vite héroïques. Tu sais, même les personnages adolescents, il fut un temps où ça me gossait parce que tous les adolescents qui sont capables de tout faire, qu'est-ce qu'un adulte ferait, alors qu'on sait très bien que dans la vraie vie, c'est complètement faux. Mais Bobby, même si c'est le petit gars cool un peu à son école qui joue au basket, à partir du moment où son oncle il l'amène puis que sa vie elle change du tout au tout parce que là sa vie est fuckée complètement puis il est tout le temps en danger, là, en gros danger de mort. Quand je dis que des fois il y a des bouts dark, il y a des fois tu te dis bon il va survivre parce qu'il va avoir d'autres tombes, mais si c'est pas lui, peut-être un de ses coéquipiers qui va mourir. Il y a des gens qui meurent parfois aussi, ce que je trouve intéressant. Mais Bobby Pendragon est un personnage qui est pas si courageux. Il l'est par obligation, puis bon, avec les tomes, à un moment donné, il devient mieux. Mais pour vrai, sur 10 tomes, là, les 4-5 premiers, facilement, il n'y a pas le goût d'être là. Dans le fond, le livre, la manière que c'est écrit, c'est divisé en 2 types de narration. Il y a une moitié du livre que c'est Bobby qui écrit un journal à ses amis. Donc, c'est écrit à la première personne. Et il y a une autre moitié du livre que c'est ses 2 amis, ben, son ami et sa blonde, si on veut, sur Terre, ici, qui reçoivent ces journaux. Donc là, c'est écrit à la 3e personne, puis il se passe d'autres choses. Mais quand c'est écrit à la première personne, quand on lit ce que Bobby écrit dans son journal, il n'a pas le goût d'être là. Il est écœuré que sa vie soit en danger tout le temps. Il a la chienne constamment. Il a juste le goût que ce soit un mauvais cauchemar, puis de se réveiller le lendemain matin chez eux à Brooklyn, puis qu'il y a une game de basket, puis qu'il peut aller voir sa blonde. Puis vraiment, il a la chienne. Il est lâche à plusieurs reprises. C'est ce qui fait qu'on s'attache un peu parce que honnêtement, c'est un personnage beaucoup plus groundé dans la réalité.
il est vraiment pas c'est quoi le nom là, pour les personnages, les Sumari ou je sais plus quoi, là, que les personnages qui savent tout faire dès le début. Puis ça prend vraiment plusieurs tomes avant qu'il commence à accepter son rôle, parce que pour vrai, les premiers tomes, il le fait. Il a comme un peu pas le choix, il est pogné là-dedans, mais il a vraiment pas envie. Puis moi, je trouve que ça rend le personnage humain, ça rend le personnage intéressant. Donc ça, c'était vraiment super cool. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc tu sais, je me rappelle pas les cliffhangers. Mais juste le fait de découvrir les différents territoires, puis d'essayer de comprendre pourquoi le méchant qui s'appelle Saint-Dan, ou Saint-Dane, j'imagine en anglais, mais bref, pourquoi il fait ça, puis on le sait jamais vraiment, puis le personnage, le méchant, est ultra charismatique. Tu sais, on dit qu'une histoire est aussi bonne que son méchant. Pour moi, là, Saint-Dan, c'est un méchant qui brille dans les pages de cette série-là. Si c'était bien adapté, ça ferait un esti de bon méchant sur le petit ou le gros écran. Donc voilà, c'est un gros résumé. Là, on pourrait se perdre dans les détails et tout, mais en gros, on a vraiment un personnage qui essaie de sauver les 10 territoires des plans machiavéliques de Saint-Dan. Super cool technologie, super cool contexte. Puis ben, la fin de ma parenthèse pour ça, c'est que DJ McCall, moi, il fut une époque où j'écrivais à mes auteurs que j'aimais. On parlait tantôt de Maxime Roussy qui a écrit Pacal, que malheureusement j'ai appris plus tard que bon, il avait été accusé et je pense que même qu'il a été coupable par rapport à des choses qu'il avait faites avec une petite fille au Salon du Livre de Montréal. Mais j'avais déjà écrit à Maxime Roussy dans le passé, on avait échangé sur ses livres. Et j'avais écrit à DJ McKell, si je le prononce bien. Puis il m'avait répondu, tu sais, ah ouais, en anglais, mais tu viens de Montréal, cool, j'ai travaillé à Montréal pendant une couple d'années. Il travaillait sur le show Are You Afraid of the Dark? Puis on peut aller le voir dans sa biographie, il travaillait sur ce show-là. Fait que même si c'est vraiment pas une série d'horreur, on voit quand même des fois le passé, puis la biographie du gars dans son style d'écriture, puis dans les différents passages qu'on vit. Donc voilà, Bobby Pendragon, honnêtement, je sais que c'est plus du tout d'actualité, puis je m'attends pas à ce que grand monde aille la chercher. Même si c'est une série jeunesse, j'en parlais avec mes collègues à la bibliothèque, pas de Bobby Pendragon, mais de tu sais, comment les livres sont catégorisés, adultes, jeunesse, tout ça. On s'en fout. C'est vraiment bien écrit. Harry Potter, c'est une série techniquement jeunesse parce que Gallimard, ben c'était pas Gallimard en anglais, mais bref, je sais que la maison d'édition principale avait dit on va avoir plus de chances d'en vendre en mettant ça jeunesse, mais il y a quelque chose que je suis d'accord avec ce que j'ai entendu dans beaucoup de vidéos YouTube, c'est que Harry Potter, même si tu as 60 ans, 40 ans ou 8 ans, c'est rare les gens, si t'aimes le style en tout cas, que t'ouvres ça puis que t'embarques pas parce que c'est bien écrit. On s'en fout que ce soit techniquement une série jeunesse. C'est pas écrit comme si ça s'adresse à un enfant de 4 ans stupide qui est pas capable de lire des mots. C'est bien écrit. De mon souvenir, c'est la même affaire pour Bobby Pendragon, mais c'est vraiment un excellent livre. Je me dis des fois, moi qui veux faire des business, je devrais peut-être essayer d'acheter les droits d'adaptation puis trouver une manière d'adapter ça en série. Ça serait malade, une série par tome. Puis c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a des séries comme Les Chevaliers d'Émeraude que à partir du tome 6, je trouvais ça pas tant bon puis ça s'en va en descendant. Mais chaque territoire, je me répète, mais est tellement différent dans chacun des tomes. Il n'y a pas un tome sur 10 qui feel pareil à l'autre. C'est ça qui est fou. Puis le goalpost, il change tout le temps. Puis pour vrai, là, il y a certains tomes que Bobby il réussit avec ses alliés, qu'est-ce qu'il veut faire. Puis il y a des tomes, là, ça finit, puis il a échoué complètement. Là. Tout le tome que tu as lu, il n'a pas réussi. Fait que là, ça l'impacte ce qui se passe dans le prochain tome. Vraiment, moi, j'ai adoré le côté peut-être un peu plus réel de ça, que ça se passe pas toujours bien pour nos héros, même quand ça finit. Là, j'en parle, puis ça me donne envie de le relire. Donc voilà, Bobby Pendragon, fortement recommandé, si ça vous intéresse. L'édition que j'ai ici, je pense pas qu'il y a eu vraiment d'autres éditions en français. Là. Ici, ça avait été publié par Édition du Rocher Jeunesse. Donc voilà. Excellente série livre. Il y a eu aussi un spin-off qui est une espèce de guide de l'encyclopédie de Halla, H-A-L-L-A, parce que c'est le nom qui est donné à l'univers dans le livre. Et il y a eu 3 livres sur 3 personnages, sur d'autres personnages secondaires. Chacun des livres raconte un peu leur histoire avant d'arriver dans Bobby Pendragon. Ceux-là, je les ai pas lus. Voilà, juste pour vous laisser savoir que ça existe. Maintenant, très rapidement dans les nouvelles, premièrement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses de Stranger Things qui se créent.
une franchise trop populaire pour que les gens n'en profitent pas. Mais je savais pas quand je regardais les nouveautés dans Fantasy Science-Fiction sur Renaud Bré. Il y a un livre sur Eddie. Donc Eddie Munson qu'on a tous adoré dans la saison 4. Flight of Icarus. Là, le titre ici est en anglais, mais la description est en français. Donc bref, à voir là. Mais il est classé dans Fantastique, mais pourtant tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui se passe avant d'arriver dans Stranger Things. Fait que je sais pas trop ce que ça mange en hiver, j'ai pas grand chose à vous dire, mais je voulais juste partager l'info. Si c'est quelque chose qui. Oh, attendez, je vous partage même pas l'écran en ce moment. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben voilà, Stranger Things, Flight of Icarus avec notre beau Eddie Munson en gros sur le cover. Donc, ça me tentait de vous partager ça en vente. D'après moi, c'est en anglais, là, même si la description est en français. Mais bref, 14,95 chez Renaud Bré. Ensuite, j'ai vu une petite nouvelle que je trouvais intéressante. En Suède, il y a eu un article de l'actualité qui parle comment en Suède, la romance, les livres romantiques, c'est une des catégories les plus rentables. Donc, on parle d'une catégorie qui, selon l'article, qui pèse des milliards de dollars ou de la monnaie en Suède. Là, je me rappelle plus, il me semble qu'il était écrit. Mais, et malgré tout, puis je vais faire un parallèle avec le cinéma après, mais malgré tout, c'est un genre qui est méprisé. Méprisé des médias traditionnels, méprisé de toutes comment on appelle ça, attendez, là, il dit ici, les cérémonies de prix, là, les prix de littérature en fait. Donc, ça rapporte une quantité phénoménale d'argent, mais les gens veulent pas trop en parler. Puis c'est là qu'on voit à notre époque, malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, il y a du positif quand même, mais la beauté des réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup grâce à TikTok et d'autres réseaux sociaux que cette catégorie-là a pris de l'ampleur. Les gens partageaient là-dessus les livres qu'ils lisaient, les livres qu'ils aimaient. Ça l'a fait en sorte justement qu'il y a certaines personnes suite à ça qui ont démarré des maisons d'édition spécialisées en romance. Donc c'est quand même très intéressant. Mais c'est intéressant de voir que c'est encore boudé par les critiques. C'est un peu le mot que je cherchais tantôt. C'est bien bizarre. Ben oui puis non, parce que les gens, l'article est intéressant quand même au complet, là, mais ça parle beaucoup du côté business derrière. Là, fait que, puis je suis pas là pour vous lire un article en pleine face. Mais dans le fond, c'est que c'est vu un peu comme de la facilité, tu sais. Bebel dans le chat qui dit pourquoi ça a l'air tabou comme ça, les Harlequins, ça doit être les livres les plus vendus. Ben, moi j'ai toujours trouvé dans toutes les sphères du divertissement, les gens ils ont le dédain facile. Puis je m'explique, puis là c'est là où je veux faire mon parallèle avec le cinéma. Étant un cinéphile, moi je suis quelqu'un dans ma bibliothèque de films, dans les films que je vais voir au cinéma, j'adore une grande variété de styles. Il y a des styles que j'aime pas comme tout le monde. Tu sais, moi je suis pas très horreur, ça m'attire pas beaucoup. De temps en temps, je vais en regarder, de temps en temps, je vais en trouver un que j'aime. En général, c'est pas des styles qui m'attirent et où je trouve mon plaisir. Mais en général, tu sais, je vais écouter autant des films indépendants, des films qui vont passer au Festival international du film de Toronto, à Sundance, des choses comme ça, que j'adore les gros blockbusters de super-héros. Encore là, le problème avec ça, c'est que là, en ce moment, il y en a tellement. C'est tellement juste des machines. C'est de l'usine à production de films que ça paraît dans la qualité scénaristique. Donc, je suis pas en train de dire que c'est tout bon. Mais je fais juste dire que j'ai toujours écouté un peu de tout. Puis je me rappelle, je fréquentais une fille, v'là 12-13 ans, qui était cinéphile aussi. Puis je vais faire le parallèle avec la romance des livres en Suède, mais elle snobait beaucoup ce qui était grosse production hollywoodienne. C'était comme si c'était de la merde automatiquement. Puis on l'a vu avec les Oscars, les Golden Globes. Des dernières années, c'est arrivé un peu plus souvent des fois qu'on voit des gros films arriver dans ces prix-là. Mais on a quand même vu que c'est des grosses catégories que parce que les gens voient ça comme c'est juste des gros box-office pour faire du cash, il n'y a pas de qualité là-dedans, c'est pas recherché.
ben souvent c'est méprisé. Puis pourtant, Chris, il y a certains films, là, tu sais, on va se dire, il y a une raison pourquoi Downey Jr. traînait le monde dans le MCU là, pour Marvel. C'est qu'il est crissement. C'est un bon acteur, puis il est crissement bon dans son personnage, dans tous les films de Marvel. Il y a beaucoup de blockbusters que la qualité de la musique, la qualité des fois dans le passé, peut-être un peu moins ces temps-ci, mais des effets spéciaux, c'est de l'art à part entière, les effets spéciaux, tu sais. Puis c'est boudé. Parce que les gens. Puis moi, je l'ai toujours perçu comme ça. Les gens sont. Ah, ils sont trop cool pour ça. Au lieu de juste faire comme ah, ben tu sais, chacun ses styles, tout ça. Ah non, si c'est pas indie puis mal connu, c'est de la merde. Non, ça peut être indie et mal connu puis être de la merde. Puis ça peut être un blockbuster puis être de la merde. Comme ça peut être un esti de gros blockbuster basé sur une franchise puis être excellent. Puis ça peut être un film indépendant excellent, tu sais. Mais les gens aiment ça snobber, ils aiment ça montrer que eux autres ils regardent pas ça. Eux autres ils lisent pas, ils vont pas lire ça ces livres-là, c'est pas assez bon pour eux. Puis c'est pas comme ça qu'ils le verbalisent, mais c'est comme ça que je le ressens. Puis ces gens-là, moi je les méprise, ça me gosse. Parce que t'as le droit de pas aimer ça, j'ai pas de problème. Au même titre que moi je dis que j'aime pas tant l'horreur, pourtant je suis pas en train de dire que c'est de la style merde. Je vais juste dire que ça me rejoint pas. Qu'un type te rejoigne pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais que dans tes propos puis dans ton non-verbal, je ressens que toi, t'es au déçu de ce genre-là parce que c'est pas assez bon pour toi puis tu considères que c'est de la merde. Ben moi, je te juge parce que clairement, ton jugement critique est pas très évolué puis t'as de la misère à réfléchir par toi-même en analysant une œuvre. À la place, tu regardes qu'est-ce qui est populaire de dire sur Internet. Oh, en ce moment, dans le monde littéraire, c'est populaire de dire que les livres romantiques, c'est de la merde parce qu'on est trop bon pour ça. Ben, c'est de la merde, je veux pas lire ça. Fait que, bref, c'est comme ça que je le vois. Je trouvais que c'était un article intéressant parce que j'ai souvent eu ce ressenti-là sur les films hollywoodiens. Bebel dans le chat qui dit les films maintenant, je les trouve plates. Toujours trop d'effets spéciaux puis de drama qui sert à rien. Le script est tellement stupide. J'ai écouté le nouveau Jurassic Park et il arrive pas à l'achever du premier, c'est dommage. M'a les écouter puis les lire, mais moi, il est déçu. Ben oui, ça, je pense, c'est comme je te dis, Bebel, ça, mettons dans ton exemple, je pense qu'il y a deux problèmes là-dedans. De un, à un moment donné, c'est que les studios, parce que, bon, les gros studios achètent tous les petits, il y a de moins en moins de compétition, donc ils veulent plus prendre de risques, ils font juste faire ce que dans leur tête, ça va être des machines à cash. Alors, quand tu regardes là, les top box-office 2025-2024, puis les top films les plus attendus en 2026, j'ai pas les chiffres pour chaque année, mais je te dirais que 70 à 100%, je pense 2025 c'était quasiment 100%, c'est juste des franchises, des suites, des reboots, des remakes, des suites de reboots, de remakes. Donc ça, c'est déjà un des premiers problèmes. Il y a une raison pourquoi le premier Jurassic Park il était bon, mais c'est parce que c'était nouveau, c'était frais. C'était bon parce que ce film-là il était bon. Au même titre que j'aime les Harry Potter, je trippe beaucoup moins sur tous les autres films dans l'univers d'Harry Potter, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un problème. Puis l'autre problème, ben, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est rendu des productions à la chaîne. C'est rendu des commandes au lieu d'être des projets passionnels. Tu sais, le premier Jurassic Park, quand ça a été fait, c'était comme, hey, on va essayer de mettre des animatroniques, puis on va mettre des affaires vraiment cool pour que ça soit le plus réel possible. Puis c'était vraiment un projet passionnel. Les nouveaux Jurassic World, que t'aimes ou que t'aimes pas, ben, c'est une pure commande. OK, on veut un autre film de cette franchise-là. Parfait, je vais te prendre un autre film de cette franchise-là avec un all dress, s'il vous plaît. c'est à peu près ça. Fait que c'est ça qui est dommage. Les studios devraient essayer de retourner plus dans des productions originales. La quantité de livres qui existent qu'on pourrait adapter, là, je veux dire, tu te cherches des bonnes histoires, arrête de refaire les mêmes histoires qu'on a vues 50 fois. Il y en a plein, il y a des milliards de livres qui existent, puis là-dedans, il y en a plein qui n'ont jamais été adaptés, va piger là-dedans. Mais non, parce que c'est pas garanti, ils connaissent pas ça, fait qu'on n'aura peut-être pas un box-office. À la place, on va faire un autre, on va faire un autre Mission Impossible, puis on va faire un autre Jurassic World, puis on va faire un autre Marvel. Comme je dis, c'est vraiment pas contradictoire avec ce que j'ai dit tantôt. Dieu sait que vous le voyez pas derrière de moi pour ceux qui écoutent le podcast en vidéo. Soit en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, Spotify, mais j'ai beaucoup de figurines en arrière. J'aime les super-héros, puis il y a plein de bons films de super-héros. Donc, je ne suis pas en train de faire ce que je dis, je ne snob pas, c'est juste que la qualité, clairement, est en chute libre. Donc, ça c'est un fait. Puis ça l'amène à un autre type de problème. Il y a les deux. Il y a les gens qui snobent tout, puis il y a les gens qui adorent tout. Tout est bon. Tout est toujours excellent, puis si t'es critique, t'es chialeux un peu, là. Apprécie ce qu'on te donne, c'est juste un film. Ben oui, mais je m'excuse, je suis pas capable d'apprécier quand c'est stupide ce qui se passe à l'écran. C'est quand c'est tellement stupide que tout ce qui se passe après cet événement stupide-là fait plus de sens, je décroche. Désolé d'avoir un jugement critique puis de réfléchir avec ma tête.
Bebel qui dit, mais dans le premier, ils font des choix intelligents. Ils sont pas juste cons comme dans le dernier. J'ai pas vu le dernier. J'ai juste vu le premier Jurassic World quand ils l'ont fait. J'ai pas vu les autres. Sur les dinosaures, puis ils font, oh non, il va être tué. Colin, la fille qui gueule, faut pas rester ici parce qu'il y a un dinosaure en haut des marches. Faut qu'un autre gars aille la chercher. Calice, voyons. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est parce qu'avant, je trouve que souvent, pas tout le temps, il y a des mauvais films à l'époque aussi, mais les gens prenaient le temps d'écrire des histoires intéressantes avec des personnages intéressants. À cette heure, c'est que les personnages sont rendus secondaires. C'est ça qui me fait capoter. Tu sais, quand il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis, d'un côté, je les comprends, je leur souhaite d'avoir des meilleures conditions, mais de l'autre, Chris, il y a beaucoup de ces scénaristes-là qui écrivent de la style merde. Là. Encore là, je dis pas que c'est 100% de leur faute. Des fois, c'est des commandes qui se font passer. Ils vont peut-être écrire quelque chose qui était meilleur. Puis le gars en cravate qui comprend fuck all à sa propre job, mais qui se fait donner des millions à gérer. Fait, non, moi je veux que tu me changes ça. Fait, je dis pas que c'est toujours la faute des scénaristes. Des fois, ça l'est. Mais c'est que les personnages sont rendus secondaires. Ça devrait être les personnages en général, à part si ton film, justement, le concept, c'est autre chose, mais la plupart du temps, tes personnages devraient être intéressants, bien écrits. Puis s'ils sont intéressants, puis ils font des choses qui ont du sens, on va embarquer dans le reste de ton histoire. Fait que, bref, on pourrait en parler longtemps. Je tiens à préciser que c'est pas Jurassic World que j'aime, mais bien le premier. Ouais, j'avais compris. J'avais compris. C'est pour ça que je l'ai lu quand tu l'as écrit Jurassic Park. Mais ouais, voilà. Fait que tout ça pour dire, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça, cet article-là. Et puis sinon, j'irai pas très en détail, mais je sais qu'il y a un article aussi comme quoi le Japon commence à mettre son focus sur l'Inde pour ses mangas. Parce que l'Inde est le pays le plus peuplé. Et ça a l'air que le milieu de la bande dessinée est en effervescence. Donc, ça a l'air qu'en 2024, c'est un marché estimé à environ 687 millions de dollars américains. Puis c'est prévu de presque doubler d'ici 2030. Et il y a des places comme en France où le manga a toujours eu la cote, mais quand tu arrives aux États-Unis, même au Canada, c'est très niche. C'est une section niche. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, là, don't get me wrong, mais c'est toujours un secteur niche dans le magasin. Tandis que il y a des comme l'Inde, selon ce que l'article disait, ben, tu as beaucoup de jeunes qui commencent à prendre goût au récit visuel, qui commencent à apprécier les BD et les mangas. Et comme c'est le pays le plus peuplé et que ça a l'air qu'il y a de plus en plus de salons du livre qui attirent des millions de personnes en Inde, ben on a une industrie qui commence à regarder l'Inde en disant there's some money to be made there. J'en lis un peu trop de mangas. Je compense pour tous ceux qui en lisent pas. Ben, tu sais, si à un moment donné, tu veux participer pour un épisode au podcast, puis me parler de manga, moi, je connais les mangas à cause de mes amis geeks. Et, et parce que, tu sais, je baigne dans l'univers geek, fait que c'est tous des noms, tu sais, les séries les plus populaires de manga, je les vois passer. Et j'ai pris mon abonnement pour Crunchyroll pour la première fois, il y a 2 ans, quand j'ai décidé que j'embarquais dans le monde des animes, puis que je me clenche je me suis clenché toutes les Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, j'ai adoré ça. Il y en a d'autres que j'aimerais regarder, d'autres séries, mais c'est pas là où j'excelle le plus. Donc, si jamais à un moment donné, tu veux venir partager une chronique d'une série que tu aimes particulièrement ou quelque chose que tu es en train de lire, t'es la bienvenue. Mais voilà. Fait que... Puis je trouve ça cool, les mangas. J'avoue que moi, encore là, ça c'est moi, tu sais, le noir et blanc, faudrait que je passe par-dessus. Je sais qu'il y en a maintenant plus souvent en couleur. Mais c'est un détail, je sais que je serais capable d'embarquer dedans. Je veux dire, quand je lis un livre, c'est en noir et blanc. Là. Mais je veux dire, les dessins, quand je regarde des dessins, quand je regarde de l'art, j'adore voir les couleurs. Pour moi, le coloriage des dessins, c'est une autre forme d'art aussi à part entière. C'est ce que j'aimais dans les comics. T'as toujours le gars qui a fait les sketchs, t'as le gars qui a fait l'encre, t'as le gars qui a fait les couleurs. C'est une forme d'art. Donc, j'ai toujours eu un peu de misère avec le fait que c'est noir et blanc quand tu fais juste scroller dans le livre. Tout a l'air pareil d'un premier coup d'œil, mais tu sais, les animes, justement, pour faire un parallèle, il y a tellement eu de cochonneries qui a été faite par le marché américain dans les 10 dernières années que je commence à prendre goût à ce que les Japonais font de plus en plus. Pas que j'ai jamais aimé ça, mais c'était pas là où je me trempais les orteils le plus.
Puis autant en live action, là, le film de Godzilla Minus One était de loin supérieur à n'importe quel autre film de Godzilla que j'ai vu. Les animes, le fait que les combats sont épiques, ils te donnent qu'est-ce que tu veux voir, puis il n'y a pas, là je m'excuse si ça choque ou ça trigger certaines personnes qui sont sensibles à ce sujet-là, mais moi je suis écœuré de toutes les valeurs sociales que les auteurs en Occident essayent de te faire, de te pousser dans le fond de la gorge, même si ça n'a aucun esti de lien avec l'histoire que tu es en train de consommer. Et les Japonais, pour l'instant, ils font pas vraiment ça. Ils se concentrent sur l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, puis c'est ce que j'aime. Puis Bebel qui dit t'aimerais peut-être plus les manhwas dans ce cas, la version coréenne, ils sont en couleur comme Solo Leveling. Solo Leveling que je connais aussi de nom, mais que j'ai jamais lu. Puis là, je les vois, là, tu sais, je travaille à la bibliothèque à Saint-Constant, je scanne tous les retours de manga, il en sort en maudit des mangas, là. C'est cool à voir, tu sais. Puis ça me donne envie de peut-être essayer, là. J'aurais pas besoin de dépenser. Je pourrais juste me louer des séries de manga à ma job. Donc, parfait. Alors, voilà. C'est ce qui fait le tour. On est juste dans la première catégorie, les romans. Je vous jure, il y a d'autres catégories que j'en ai moins à dire. Mais c'est la beauté de faire ça en live. Ça permet d'amener certaines conversations comme grâce à notre cher Bebel. Merci Bebel d'ailleurs, encore une fois, de participer. C'est très apprécié. Puis, c'est très intéressant. Donc, jeu de société. Alors... Bon, premièrement, lui, je ne l'ai pas encore joué, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Je vais juste vous dire que ma blonde puis moi, on a une tradition. On se fait pas de cadeaux à Noël, mais on s'achète toujours un ou des jeux de société dans le temps des fêtes. On a acheté le principal qu'on voulait se prendre, mais à ses prix aussi Coffee Rush, parce qu'on trouvait le matériel beau. Puis la manière que, je vous en reparlerai quand je le testerai, mais la manière que la madame chez Griffon nous l'a vendu, bon, premièrement, elle disait c'est sûr que c'est un jeu qui est peut-être un peu plus le fun à jouer avec plus de personnes que juste à deux, même si ça peut être le fun à deux. C'est pas le genre de jeu que tu joues 8 games dans une soirée. Là, tu vas en jouer une. Selon ce qu'elle dit, tu vas en jouer une. Puis t'as eu du fun, elle peut durer quand même un certain temps, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Mais la manière qu'elle l'a comparé, elle a demandé à ma blonde hey, est-ce que tu joues des fois sur les ordinateurs je pense qu'elle a dit de même, sur les ordinateurs, à des jeux où est-ce qu'il faut que tu fasses tu prépares des commandes, tu sais, rapidement. Fait que là, on s'entend, Bebel, ça m'a fait penser ben moi, j'ai jamais joué à Overcooked, mais Played Up. Donc, c'est un peu ça, mais en jeu de société. Puis, bon, vous verrez pas beaucoup, mais le matériel, il est vraiment super beau. Puis, dans le fond, tu as des tables à gérer, tu as des commandes à passer. Puis là, toutes les commandes que tu passes, ça fait augmenter. Bon, comme je dis, j'essaie pas d'expliquer les mécaniques, j'ai pas lu les règlements, puis j'ai pas joué. J'y vais rapidement, mais toutes les commandes que tu fais, ça va avoir un impact sur le rush de l'autre joueur. Donc, le but, c'est de passer les commandes dans le rush. Donc, le matériel ludique est super beau. La boîte est super belle. Le concept est intéressant. Donc, si je joue à ça, je vais clairement être le chaos que Bébel a dit. Ouais, ouais. Bon, bref. Fait que, voilà. Donc, ça, c'est un achat que ma blonde a fait. Mais, désolé pour ceux qui écoutent en audio, fallait que je me penche pour aller chercher la boîte. Je me suis procuré, comme j'ai dit dans l'introduction, Les Aventuriers du Rail. J'ai pris la version classique, c'est-à-dire que c'est pas, exemple, Europe, c'est pas un pays particulier, c'est vraiment juste Les Aventuriers du Rail. Par contre, c'est la version rééditée de 2025. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, premièrement, l'art de la boîte est un peu plus gros, un peu plus récent, moderne. À la limite, la boîte du premier, la première édition, je l'aimais bien avec les dessins un peu plus old school, mais elle est quand même très belle. Jeu édité par Days of Wonder, fait par Alan Harmoon, qui est considéré par beaucoup comme un classique moderne, en fait. Et dans le fond, dans la version rééditée, on a 3 tickets de plus, donc je vais expliquer comment ça se joue dans un instant, mais en gros, les tickets, ça te dit les 2 villes que tu dois connecter avec tes trains. Donc, c'est ça l'étiquette, c'est un petit peu ta mission. Donc, il y en a 3 de plus que dans la version originale. Les cartes sont un peu plus grosses, les dessins sont un peu plus beaux, un petit peu plus facile à voir, un petit peu plus facile à lire. Donc, on s'est procuré ça, j'avais jamais joué, je le voulais dans ma collection. On avait des cartes cadeaux de Griffon. Alors, je suis bien content de l'avoir, puis je vais vous expliquer comment ça joue et comment mes premières parties se sont passées. Alexandrium, salut mon cher, qui est dans le chat. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Fringe Show.
Ça, c'est un classique. J'ai une édition anniversaire avec des trains uniques à chaque couleur. On adore y jouer. Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Je vais aller la googler après. Moi, j'ai toujours dit que j'ai une maladie. Je suis collectionneur. Puis c'est une vraie maladie. Parce que c'est comme... Je vais y revenir tantôt, mais mettons, moi qui aime les stylos plumes, ben exemple, je suis content de pas trop... Ben c'est pas que je l'aime pas, mais j'aime pas beaucoup la section sur ce stylo-là, un Lamy. C'est pas un Safari, mais c'est comme un Safari, mais c'est un Lamy All-Star. C'est comme un Safari, mais en aluminium au lieu d'être en plastique. Mais ils en font plein de couleurs. Puis là, à chaque année, il y a différentes éditions spéciales, des éditions limitées pour 2025, il va y avoir des éditions limitées pour 2026. Puis le style collectionneur maladif en moi, il aime ça. Je suis pas... Je dis toujours à ma blonde qu'elle a un problème de consommation, comme beaucoup de gens qui achètent beaucoup de choses. Je suis pas quelqu'un qui est impulsif sur tout et rien dans la vie de tous les jours. Il peut se passer des semaines sans que j'achète rien. Quand j'achète de quoi, c'est parce que j'en ai besoin. Comme là, j'aurais besoin de micros pour des petits micros sans fil pour aller avec ma GoPro. Parce que ceux qui étaient là au stream où je faisais le montage de ma vidéo des îles de la Madeleine, qui va sortir d'ailleurs début février pour ceux qui s'intéressent sur le French Channel sur YouTube. Ben, tu sais, j'ai besoin de petits micros parce qu'avec le vent, des fois, on n'entend rien. Donc, j'ai besoin de ça. Ça se peut que je m'achète ça. Donc, je suis pas un impulsif. Mais quand je vois des affaires de collection, là, j'ai un problème entre les deux oreilles. Là. Ah, tu partages aussi, Alex, et voilà, on n'est pas tout seul. Collectionner certaines choses, c'est difficile. Oui, puis moi, mon problème, c'est que je suis jamais capable de finir une collection. Parce que souvent, en plus, à notre époque, il y a des collections, on dirait, qui n'ont jamais de fin. Puis à un moment donné, ça coûte beaucoup trop cher. Puis là, ben, j'ai des collections de comic books. Je commence une collection de stylos plumes. J'ai des collections de figurines. J'ai des collections de jeux de société. À un moment donné, À un moment donné, je faisais des collections de cartes, tu sais, des TDG, là, des TCG, des Trading Card Games, tu sais, des Magic, Disney, Lorcana, pas Harry Potter, mais Dragon Ball, tout ça. Dragon Ball, je voulais en acheter plein. Puis là, je me suis dit, non, là, à un moment donné, choisis tes combats. Là, je pourrais jamais avoir toutes les cartes de Dragon Ball. Il y en a trop, ça coûte trop cher. Il y a trop d'autres affaires que je veux. Est-ce que j'aimerais ça si demain matin je gagne 8 millions de dollars? Est-ce que je vais me faire un gros cartable de cartes Dragon Ball? Probablement. Mais c'est pas une priorité. Fait que je me suis dit, gars, relax, esti, là, puis laisse faire les cartes, là, focus. Donc, Aventurier du Rail. Ça joue super simplement. Bon, pour ceux qui connaissent ça, étant donné que c'est pas un jeu qui est sorti hier, je suis désolé, je vais faire ça vite, mais pour ceux qui voudraient peut-être découvrir un nouveau jeu familial, moi j'ai joué avec ma blonde, on a eu du fun, les deux on n'avait jamais joué, puis je suis sûr qu'avec des enfants aussi c'est le fun. C'est très facile à prendre en main en plus. En gros, c'est simple, quand le jeu commence, on commence chacun avec 4 cartes de wagon. Donc les cartes de wagon, c'est des wagons avec des couleurs parce que je sais pas si on va bien, pour ceux qui regardent en visuel, donc, puis pour ceux qui sont en audio, je vais vous le décrire, mais en gros, sur la carte du jeu, là je sais que je le tiens en envers, mais c'est pas très grave, sur la carte du jeu, il y a des routes de couleurs. Donc c'est simple, pour prendre exemple, la route bleue qui est là, ben, ça te prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de wagons bleus. Donc ça vous donne une idée, c'est comme ça qu'on prend une route tout simplement. Tu as besoin du nombre de cartes de la couleur de la route que tu veux prendre. Donc quand le jeu commence, chacun commence avec 4 cartes wagon et 4 tickets, comme je vous ai dit tantôt, pardon. Les tickets, c'est sur chaque ticket, tu as 2 villes qui sont reliées, puis plus le chemin est long ou complexe, plus il vaut de points. Donc, exemple, Los Angeles, Washington, ça en est un pas pire. Ben là, dans tes 4 cartes, il faut que tu en gardes minimum 2, mais tu peux en garder 3 ou tu peux en garder 4. Le but, c'est d'essayer de faire tes tickets, faire tes runs de train. À la fin de la partie, tous les tickets que tu as réussi, tu gagnes le nombre de points associés à la carte. Puis si tu en as des tickets que tu n'as pas réussi à finir à temps, là tu perds le nombre de points. Donc c'est super intéressant, ça fait qu'il faut que tu réfléchisses comme il faut. Est-ce que je garde celle-là ou pas? Parce que là, j'ai plus assez de wagons de plastique pour pouvoir faire la route. Ou bien elle est beaucoup trop longue parce que là, moi, en ce moment, j'ai 3 autres tickets à faire. Ils sont toutes dans l'est des États-Unis. Puis là, ben... celle-là, c'est tout dans l'ouest, fait que je vais m'éparpiller. Fait qu'il faut que tu réfléchisses un peu. C'est pas le jeu le plus stratégique de la planète. Mais sincèrement, il y a quand même un tout petit peu plus de réflexion à y mettre qu'on pourrait croire aux premiers abords. Il faut que tu réfléchisses comme il faut au train où tu les mets. Il faut que tu réfléchisses aux cartes, aux tickets que tu vas garder. Donc en gros, c'est vraiment ça. Puis à chaque tour, tu as le choix entre 3 actions. Tu piges 2 cartes de wagons si tu as besoin de plus de wagons. Tu prends une route quand tu as assez de wagons pour prendre la route.
ou tu prends un nouveau ticket. Par exemple, si tu avais gardé juste 2 tickets au début, tu as fini tes routes, puis la game n'est pas finie, ben là, tu te prends d'autres tickets pour continuer à faire plus de points. C'est un gros résumé. Je pense que je l'ai résumé de manière pas trop pire. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il n'y a vraiment pas d'autres règles complexes. La version classique, c'est l'Amérique du Nord. Donc, on a le Canada quand même. Là, on a les villes principales de Vancouver à Montréal et puis ben, tous les États-Unis. Donc, on a eu vraiment de plaisir. Je vais lire Alexandrium dans le chat. Ma maladie atteint les livres d'histoire, les jeux de société, les bandes dessinées, les figurines, les cartes Yu-Gi-Oh! Pour ne citer qu'elles, mais au moins, je suis capable d'être aussi des mois sans rien acheter. Ça sauve le portefeuille ainsi que l'espace à la maison. L'espace, c'est l'autre gros problème. Je vis dans un trip. Oh, attendez. Excusez, ma pile voulait tomber. Je vis dans un très petit appartement. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de liaison à faire. Dans un très petit appartement. Et bon, il y a quelque chose que j'achète plus depuis longtemps, puis j'ai perdu un peu l'envie, c'est les figurines, puis à la limite, les statuettes. Si j'avais acheté d'autres choses dans le futur, j'aime mieux les statuettes qui coûtent des fois peut-être un peu plus cher, mais qui sont plus détaillées, un petit peu plus belles, puis ils sont pas toujours en train de tomber. D'habitude, les statuettes sont bâties pour être stables comme elles sont, tu sais. Mais les statuettes et les figurines, ça prend énormément de place. J'en achetais beaucoup parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, le French Channel, la chaîne principale, à l'époque, c'était une chaîne de review de figurines et d'objets de collection. Donc, je m'en procurais régulièrement. J'avais envie d'en avoir, mais je me disais, faut que j'aie une raison d'en acheter. Au lieu de juste consommer, faisons un projet créatif autour de ça. Donc, c'est ce que je faisais. Mais donc, ça, j'en achète plus vraiment. Mais oui, tout ce que tu as nommé, Alex, moi, c'est peut-être pas les livres d'histoire, mais c'est vraiment les romans, les livres de finances. J'en ai une chiasse. Comme je dis, les comic books, il y a des gens qui ont des collections bien plus grandes que la mienne, mais j'ai 8 short box toutes remplies. Je dois avoir pour 3500, 4000 $ de comic books, comme je disais tantôt, d'un petit peu toutes les maisons d'édition. J'aime beaucoup Valiant Entertainment, puis j'ai quand même pas mal de Image Comics aussi. Les Lego. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait des choix, puis là, j'ai tranché les figurines. J'ai pas assez de place pour continuer à l'infini. C'est de la merde à entretenir, à dépoussiérer. Ça tombe souvent, ça prend de la place, autant la figurine que les boîtes, puis tout. Fait que ça, j'ai arrêté d'en acheter. Les comic books, au moins, ben, ça prend de la place, mais tu sais, tu peux en avoir beaucoup dans une boîte. C'est juste que ça coûtait cher avec le temps. Les jeux de société, ça prend, en tout cas, tout prend de la place, fait que je te comprends. Il faut me garder loin des renombrés et magasins de ce monde. Ouais, je sais. Mais tu vois, un autre point en commun, mon cher Alex. Je te comprends. Je me suis vraiment raisonné dans les dernières années parce que j'ai eu une passe dans ma vie que j'en achetais pas mal plus. Donc, comment mes premières games se sont passées? On en a joué 3. J'enregistre toutes mes parties dans BGG, Board Game Geek, donc qui est comme la ressource principale des jeux de société. Si jamais vous ne connaissez pas ça, boardgamegeek.com. Vous pouvez aller voir, il y a de l'information sur tous les jeux, des reviews, des photos, des forums où les gens, des fois, tu sais, quand tu n'es pas sûr d'une règle sur un jeu, mais souvent, il y a quelqu'un qui a posé la question dans le forum, puis il y a des gens qui ont répondu. Donc bref, on a joué 3 parties des aventuriers du rail. C'est drôle parce que hier, j'étais en train de travailler sur des trucs. Je préparais le podcast, justement. Puis là, ma blonde, elle travaille tôt le matin, la fin de semaine. Puis elle est venue me voir à 8h30. Comme là, le temps commence à passer. Si tu veux jouer, il commence à être tard. Fait que là, on est allé jouer à peu près 9h. On a joué une première game. Puis je pensais qu'après ça, elle voudrait aller se coucher. Puis après ça, on en fait un autre. Puis là, on a fini la deuxième. On en fait un autre. Je suis comme, Caroline, pour quelqu'un qui voulait aller se coucher, tu veux continuer à jouer, hein? Mais en gros, j'ai été lamentablement écrasé. Ben non, lamentablement, c'est faux. Peut-être la troisième, oui, mais j'ai perdu les 3 games. Elle a gagné. Les 2 premières games, dans le fond, il faut savoir, il y a une carte bonus aussi qui donne 10 points au joueur qui a la plus longue run de train continue, quand tu comptes le nombre de wagons. Et à chaque game, elle a gagné cette carte-là. Puis les 2 premières games, comme la première game, j'ai fini à 129, puis elle a gagné le 10 points bonus, elle a fini à 139. Ce qui veut dire que si j'avais la plus longue file, on aurait inversé les scores. Bon, il y aurait peut-être eu une petite différence aussi si j'avais eu plus de trains, whatever, mais en tout cas, ça donne une idée. C'est moi qui aurais gagné. Deuxième game, même chose, elle a fait plus de points, puis elle a eu la carte bonus de 10 points.
Si j'avais eu la carte bonus de 10 points, j'aurais gagné. Mais la troisième game, elle m'a littéralement planté. Et là, la carte bonus, même si elle l'a gagné, même si elle l'avait pas eu, même si c'est moi qui l'aurais eu. Fait que j'ai perdu les 3 games. Mais puis honnêtement, je suis pas. Dans ma famille, dans la famille à ma blonde, il y a un petit running gag. Des fois, ils pensent que je suis mauvais perdant. Je le suis vraiment pas, c'est que j'aime ça les niaiser. Surtout quand quelqu'un est fier de gagner, j'aime ça le baver un peu. Fait que le running gag avec ma blonde, à chaque fois qu'elle gagne, je dis que c'est parce qu'elle triche. Parce qu'à un moment donné, on jouait à Love Letter, qui est un jeu que je vais parler dans un futur épisode. Un petit jeu quand même simple, qui joue super bien à la table avec des gens, même du monde pas trop gamer. Mais dans Love Letter, il y a une mécanique que tu peux essayer de guesser. Donc, tu peux essayer de deviner c'est quoi la carte dans les mains de l'autre. Puis si tu devines la bonne carte, cette personne-là est éliminée de la manche. Puis à un moment donné, on jouait juste elle puis moi. Puis 4-5 games back-à-back au début de la game. T'as-tu cette carte-là? Ouais. Fait que je t'ai éliminé, je perds cette manche-là. On rejoue un autre. T'as-tu cette carte-là? Ouais. Encore éliminé. Tu sais, 4-5 fois back-à-back, fait que c'est là que le running gag avait starté. C'est sûr qu'il y a un miroir en arrière de moi, puis tu vois mes cartes. Clairement, tu triches, tu peux pas gagner en devinant 4-5 fois de suite. Fait que là, ben, c'est le running gag, fait que j'arrêtais pas de dire qu'elle a gagné en trichant, mais c'est des blagues. Ça a été des belles games, c'était vraiment le fun de découvrir le jeu. Puis ça me donne hâte. On l'a joué à 2, c'était cool, mais j'ai hâte de le jouer à plus. On s'est fait une game night dans le temps des fêtes avec ses parents. J'aime ça parce que ses parents sont bons joueurs, puis on les expose un peu plus tranquillement pas vite à des jeux des fois un petit peu plus complexes que juste des jeux avec des cartes conventionnelles. Puis ils embarquent très bien. Puis tu sais, ça c'est vraiment pas compliqué. Fait que j'aimerais vraiment ça voir la dynamique à 4 parce que là il y a plus de chances que tu te fasses couper. Puis en tout cas, fait que bref. PowerNap dans le chat qui dit: je collectionne les jeux PS2, les modèles à coller puis les motoneiges antiques, toute une maladie. Ah ouais. Écoute, une chance que j'ai pas le budget d'avoir des chars autres que mon char principal parce que je collectionnerais des chars aussi. Mais quoi que, encore là, ça c'est relatif. Je regarde des gars comme Luc Poirier, puis tu sais, des gars de même qui ont beaucoup de chars. Tim Burton, pas le réalisateur, mais un YouTuber de la chaîne Shmi 150 sur YouTube, qui a une panoplie de chars. Sincèrement, je pense pas que j'en aurais autant. Parce que c'est trop. Ça prend trop de place, c'est trop d'entretien, puis tu peux pas profiter de tous ces chars-là quand t'en as trop. Mais je te mentirais pas que si j'avais le budget, j'aurais facilement. J'en aurais probablement. Tu sais, je lance un chiffre de même, là, j'ai pas trop réfléchi, mais 5-6. Parce qu'à 5-6, je suis d'avis que tu peux tout en profiter. Tu sais, t'as un petit char du week-end, tu peux avoir un vieux, un classique, peu importe de quelle époque puis quelle marque qui t'intéresse. Tu peux avoir un char moderne puissant, là, une machine comme pour moi, j'aimerais bien une CT5V Blackwing. Tu peux avoir, moi qui aime mes GM des fins des années 90, je pourrais avoir un beau Buick Regal GS Supercharge, mais tu sais, impeccable. Un char, il coûte pas une fortune, là, mais tu t'en crises qui coûte 10 000 puis que tu mets 8 000 dessus en réparation puis en peinture puis en tout ce que tu veux, mais il est comme un neuf. Mais à 5-6, je pourrais les utiliser. Mais ceux qui ont comme 40, 50, 60 chars, je les utilise presque. C'est rendu des investissements souvent dans ce temps-là, puis là, ça m'attire moins. Hey Bébel, dans le chat, ne parle pas de nos maudits chars, on les aime, j'aime juste pas les payer. Mais voilà, fait que les modèles à coller, je serais curieux de voir par un app. T'as-tu un petit setup de modèles à coller? Parce que moi, j'aimerais ça un jour en faire, mais je veux pas faire ça n'importe où. J'attends, si un jour je vis dans un endroit un peu plus gros et que je peux avoir un petit spot pour faire des casse-têtes ou des hobbies que tu peux laisser là quand t'as pas encore fini. Parce que là, moi, j'ai nulle part où je peux laisser ça là. Faut que je range à chaque fois. Là, je serais peut-être plus porté à m'équiper en primer, en peinture, en stock. Mais bon, ben, PowerNap a un setup. Tu m'enverras une photo à un moment donné. J'aimerais bien ça, voir ça. Alors voilà, on pourrait parler longtemps des collections. Donc voilà, fait que pour vrai aventurier du rail, je le recommande fortement. Je pense que peu importe la version que vous prenez, s'il y a une ville ou un pays que vous aimez, ben prenez ça. C'est super facile à jouer, super le fun. Puis elle nous a même, quand je dis vendu, on ne l'a pas acheté, là, on n'avait pas le budget puis je voulais pas ça. Mais je me suis toujours dit que je voudrais jouer à un jeu Legacy à un moment donné. Pour ceux qui ne sont pas familiers dans le monde des jeux de société, un Legacy. Puis je suis pas un expert là, mais je répète ce que j'ai entendu à force d'écouter des podcasts. En général, c'est un jeu qui n'a pas vraiment de rejouabilité. C'est-à-dire que tu vas jouer une fois, ça va être une grosse campagne, une grosse affaire, tu sais, que tu vas jouer en plusieurs sessions de jeu. Puis quand tu as fini, ben souvent, il y a du stock qui n'est pas réutilisable. Donc, en général, c'est ça. Mais elle nous a expliqué le legacy des aventuriers du rail. Mais la beauté, c'est qu'une fois que tu as fini le legacy, puis là, dans le legacy, tu as
une dimension qu'il n'y a pas dans le jeu normal des Aventuriers du Rail, c'est-à-dire que tu as ton entreprise, là, faut que tu gères l'argent que l'entreprise fait, puis tout ça, puis tu as des missions, puis il y a différents objectifs à accomplir. Donc, tu sais, ça a l'air, puis la boîte est grosse, là, c'est comme 170$, je pense. Ça joue à longue haleine, puis quand tu as fini le Legacy, tu peux techniquement pas le refaire, mais tu as encore le jeu normal des Aventuriers du Rail, fait que c'est cool parce que c'est réutilisé. Donc voilà, elle nous a parlé de ça. Dans les nouvelles, ben écoutez, j'ai fermé un petit tab, je voulais pas faire ça. Pour ceux qui connaissent Dead Cells, moi je connais de nom, mais j'ai jamais joué ni aux jeux vidéo ni aux jeux de société. Ben, faut savoir que Scorpion Masqué avait fait un jeu sur Dead Cells, un jeu de société. Et si vous avez un compte sur Board Game Arena, c'est gratuit. Board Game Arena, ça permet de jouer en ligne aux versions digitales des jeux qui ont été adaptés en version digitale. Ben, il y a une nouvelle comme quoi Dead Cells est maintenant disponible sur Board Game Arena. Il n'est pas disponible dans son entièreté. De ce que j'avais lu hier, là, c'est ça, je sais pas exactement comment le livre se joue, mais il y a plusieurs biomes dans le jeu. Puis là, ben, en ce moment, ils ont juste, quand tu joues sur Board Game Arena, pour ceux que ça parle, tu as juste accès aux 2 premiers biomes puis au premier boss. Et au courant de l'année 2026, progressivement, ils vont ajouter d'autres boss et d'autres biomes. Mais si c'est un jeu qui peut vous intéresser, ça peut vous permettre là, de l'essayer sur Board Game Arena. Et de ce que j'ai compris, là, c'est un roguelite. Donc voilà, je connais pas beaucoup la franchise autre que de nom. Mais je trouvais ça intéressant à partager. Dead Cells sur Board Game Arena. Ensuite, encore là, c'est peut-être pas des titres qui vont parler à tout le monde. Moi, il y en a beaucoup là-dedans que je connais parce que j'en ai entendu parler soit au podcast On Joue Dessus ou de l'autre côté du plateau. Donc, les 2 podcasts principaux de jeux de société que j'écoute. Il y en a d'autres qui existent, mais à un moment donné, je peux pas écouter 12 podcasts de jeux de société non plus. Comme je dis, j'ai trop d'intérêt. Fait que j'écoute ceux qui marchent pour moi. Donc, le Diamant d'Or, c'est une sélection de prix, en fait, pour des jeux experts. Quand ça a été lancé, c'est que les membres du jury trouvaient que les jeux experts n'étaient pas assez bien représentés. Pardon, j'arrive plus à parler. J'ai pas dormi encore une fois la nuit passée. Que les jeux experts n'étaient pas assez bien représentés dans les autres gros festivals de jeux, comme à Cannes, l'As d'Or, des affaires de même. Donc, il avait créé ça. Alors, ben voilà, j'irai pas en détail dans chacun des jeux, parce que de toute façon, je les connais pas tous en détail. Mais en ordre, on les voit ici sur la photo, mais il y a Ada's Dream, il y a Fourmi, il y a Galactic Cruise. Galactic Cruise, moi qui aime l'espace, puis que j'arrête pas de dire que je juge un livre par sa couverture, le matériel et la boîte m'intéressent beaucoup. Et Martin Lafrenière, un des 2 Martins du podcast de l'autre côté du plateau, aime beaucoup ce jeu-là. Il a bien vendu le jeu à Martin Montreuil, qui lui aussi l'a essayé à son tour. Puis, sans aller dans les mécaniques que je ne connais pas assez, là, ça fait un certain temps que leur podcast en plus, il était sur pause pendant les fêtes. Mais en gros, c'est du tourisme spatial. Donc, tu gères des missions de gens qui veulent aller explorer l'espace. Pour ça que ça s'appelle Galactic Cruise. Après, je me rappelle pas toutes les mécaniques. Si vous voulez aller voir sur le site de ludovox.fr, vous allez voir toute la liste des jeux qui sont nommés. Et vous avez une petite définition de chacun des jeux. Je ne veux pas tout vous lire ça, là, mais bref. Le prochain jeu, on a Quayside, on a Luthier, on a Philharmonix, on a Recall et on a Sweetlands. Donc, pour ceux à qui certains de ces jeux-là peuvent parler, les nommés pour la sélection 2026 du Diamant d'Or a été déterminé. Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, l'article est sur ludovox.fr. Ok, donc c'est ce qui fait le tour pour les jeux de société. Comme je vous disais, j'en avais un tout petit peu moins à dire que quand on s'est éparpillé du côté des romans. Au niveau des jeux de vidéo, bon, il y en a qui étaient là au stream où j'ai testé Teddy's Haven, mais j'ai pas eu le temps de jouer à beaucoup de jeux cette semaine, donc je parle de ce que je teste. It is what it is. Comme je dis, au fin de show, il n'y aura pas nécessairement le Cult of the New, donc le culte de la nouveauté. Tout simplement parce que comme on a discuté tantôt avec Alexandrium qui est dans le chat,
j'essaie de consommer un peu plus responsablement. Je n'ai pas de toute façon le budget pour tout essayer. Mais où je veux en venir d'ailleurs par rapport à ça, c'est que Teddy's Heaven que j'ai essayé, je n'ai pas essayé le jeu en entier, j'ai essayé la démo. Donc je vais vous expliquer le jeu, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que la démo, en fait, où elle était limitée, qu'est-ce qu'elle nous donnait. C'est sûr que je peux pas juger sur le endgame, donc est-ce que c'est un jeu que tu peux passer 40 heures dessus? Aucune idée. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir en stream, plutôt cette semaine. En gros, Teddy's Heaven, vous savez, dans la plupart des jeux vidéo, ou même quand on regarde des films, des choses comme ça, mais dans les jeux vidéo, c'est très, très commun, il y a toujours la boutique générale ou la boutique des armes. Tu vas toujours à la boutique quand tu arrives en ville, quand tu es dans un jeu fantastique médiéval, où est-ce que tu vas aller t'acheter des potions de vie, des potions de mana, des épées, des armures, des ressources, des choses comme ça. Et Teddy's Heaven, c'est exactement ça. Tu commences le jeu, tu as une petite map que tu peux explorer. De ce que j'ai vu, elle n'est pas énorme. J'ai pas l'impression que ça se déborde beaucoup. Il y a peut-être, j'ai vu certains endroits, des portes qui a l'air de mener dans des grottes. Peut-être que ça se déverrouille à force de jouer. Il faudrait voir, je ne sais pas. Mais la map est assez grosse pour quand même que ça prenne un certain temps à faire le tour. Mais c'est pas gigantesque non plus. Tu peux aller cueillir des ressources, des choses comme ça. Ça, je vais y revenir. Mais en gros, ces ressources-là, tu peux les mettre à vendre dans ton magasin. Mais tu arrives dans ton magasin, Teddy's Heaven, et la première fois, il est vide. Tu vois le bâtiment de l'extérieur, il est gros, puis toi, tu as juste accès à une petite salle dans le gros bâtiment. Et tu peux acheter, dans le fond, tu peux commander du stock que tu payes au cost et tu choisis les prix que tu mets. J'ai pas beaucoup pu explorer le côté économique parce que quand tu mets un item à vendre, tu peux décider si tu le mets à la valeur du marché ou moins cher ou plus cher. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de jouer avec ça? Si, exemple, tu as une potion de vie que la valeur du marché c'est 1,80, ben si tu la mets 2,20, est-ce que ça veut dire que tu vas en vendre moins? C'est où la limite à ça? Ça, c'est le côté où peut-être le démo me laisse pas assez le temps de l'explorer, mais c'est juste pour vous dire, vous pouvez jouer avec les prix, vous pouvez le vendre au cost. J'ai d'ailleurs fait l'erreur la première fois de vendre certaines potions au cost. Et puis, tu peux vendre aussi tes ressources. Comme je dis, tu peux aller recueillir des baies à l'extérieur. Tu peux aller recueillir des écailles d'animaux. Tu peux aller miner des pierres, des choses comme ça. Il y a même, dans ton magasin, il y a un système de crafting que j'avais commencé à explorer. Exemple, tu vas chercher du lait. Tu peux le mettre dans un baril, ça va fermenter en fromage. Donc, le fromage va te faire un nouveau produit à vendre. Il y a plusieurs trucs de crafting. Il y a les épées, les armes, tout ça, tu peux les acheter pour les vendre. Et tu disposes ton magasin comme tu veux. Fait que moi, j'avais fait à côté de ma caisse des étagères de potions. C'était toutes les potions que j'avais accès, je les avais toutes mis là. Dans le fond, il y avait les épées, les arcs, les dagues, des parties d'armure. Sur le mur latéral, j'avais mis des baies. Dans le milieu, j'avais mis, là, tu sais, collé dos à dos, des petites étagères pour mettre des œufs, c'est pour mettre des ressources alimentaires, des produits, des consommables. Tu peux vraiment le setuper comme tu veux. Ce qui est le fun, c'est que j'ai vu que il y avait jusqu'à 20 expansions du magasin en termes de grosseur. Comme je dis, on commence avec une petite salle et tu peux acheter en progressant des expansions jusqu'à 20 fois. Donc, à un moment donné, probablement que tu as tout le building. Tu as peut-être plus qu'un étage aussi, il faudrait voir. Mais, donc, ça, c'est intéressant. C'est la première limitation du démo. Dans le démo, on n'a pas accès aux expansions. Tu as juste accès à la première salle. Ce qui est tout à fait logique. Je pense que c'est juste assez pour te permettre de tester le jeu. Mais tu n'as pas accès à ça. Et le démo, il te stoppe aussi à 6 jours. Donc, dans le fond, quand tu finis ta journée avec tes clients, tu vas te coucher, la journée passe et tu commences ta prochaine journée. Quand tu arrives au jour 6, la démo s'arrête. Donc, c'est les deux, de ce que j'ai vu, les deux seules limitations. Ce qui est des limitations parfaites, parce que ça t'empêche pas du tout de tester le jeu à pleine force pendant les 5-6 premières journées. Mais tu peux pas aller plus gros, fait que si tu as envie de prendre l'expansion, ben, tu vas avoir envie d'acheter le jeu, ce qui est mon cas. Spoiler alert! Et bien sûr, après 6 jours, ben, c'est terminé. Donc, s'il y avait d'autres choses que tu voulais faire, tu peux pas continuer. La beauté, c'est que si tu achètes le jeu après avoir joué la démo, ben, tes sauvegardes sont automatiquement là, réutilisées. Donc, tu recommences pas de zéro. Tu peux continuer ton magasin que tu avais testé dans la démo. Ça, c'est très intéressant. Il faut savoir aussi, tu sais, on va aller regarder ensemble. Teddy's Heaven. On va aller sur la page de la boutique.
sur Steam. C'est un jeu qui se détaille à 19,49$, donc c'est pas un jeu très dispendieux. Là, il est en spécial au moment où j'enregistre ceci sur Steam de 20% à 15,59$. Mais comme je vous dis, il y a un démo. Fait que c'est ce que je vous ai dit, ça vous intéresse. Un petit jeu tranquille pour méditer. Même si tu as juste les 6 premières journées dans le jeu, j'ai fait un stream complet quasiment là-dessus. On a vraiment passé du temps, puis c'était vraiment intéressant. Comme je dis, je ne sais pas s'il y a un potentiel moi, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai vu, à chaque fois que je pensais que j'avais tout vu, il y avait des nouvelles choses quand j'ai découvert le crafting et ainsi de suite. Donc, reste à voir jusqu'à où ça continue de se développer puis de t'amener des nouveaux éléments. Je sais pas la réponse. Mais le démo pour moi était convaincant. Ça m'a donné envie de me procurer le jeu pour continuer ma boutique. Des fois en stream, je me cherche des petits jeux causés, des petits jeux relax, chill, où est-ce qu'on met un petit peu de musique, on peut jouer. D'ailleurs, la petite musique médiévale fantastique dans le jeu, bon, c'est rien à tout casser, mais c'est très bon, ça s'écoute bien. Donc, vraiment, pour ceux qui regardent en visuel, vous voyez un peu les graphiques, là, ça vous donne. Ça vous donne une idée, là, on voit des arbres sur le côté, il y a des statuettes, des choses comme ça. J'avais même pas vraiment exploré les décorations là, quand je l'ai faites parce que vu que dans les premières journées, tu veux garder ton argent pour les choses importantes à vendre. Mais voilà, c'était quand même bien intéressant. Ça vaut la peine au moins de découvrir le démo. Donc, Teddy's Heaven. Puis, c'est un peu où je l'en ai. Je voulais parler des démos. Je trouve que là-dessus, achetez pas encore Bebel, mais je vais finir par l'acheter, c'est sûr, sûr, sûr. Je sais pas si des fois il tombe en plus gros rabais que 20%, mais éventuellement, c'est sûr, je vais me le procurer. Les démos, je trouve que c'est une affaire qu'on parle plus beaucoup. Puis pourtant, je sais pas si vous allez vous rappeler, ceux qui écoutent ou ceux qui sont dans le chat en ce moment, mais quand on était plus jeune, parce qu'on est encore jeune, mais on se fait vieillissant, on est dans mon cas à moi, dans la trentaine, les démos, c'était populaire. Je les ai encore, là, j'avais des CD au PlayStation 1. Mon père arrivait avec des CD de démos. Puis là-dessus, là, je pense que j'en ai jamais acheté aucun de ces jeux-là. Je jouais juste aux démos. Je me rappelle en particulier, il y en a un, je pense que j'avais Tekken 3 dessus, Gran Turismo 2. Non, fait que finalement, j'ai acheté Gran Turismo, mais je l'avais avant d'avoir le démo. Il y avait un jeu de Spyro. Quoi d'autre qu'il y avait dessus? En tout cas, les démos, c'était nice. Quand j'étais jeune sur la Xbox, moi j'ai jamais eu d'Xbox. J'ai eu une 360 pendant 2 semaines. Je l'ai détesté puis je suis allé l'échanger pour ma PS3. J'étais un PlayStation fanboy quand j'étais plus jeune. Et sur la Xbox, chez mon ami Christophe, quand on jouait à Halo, je pense que c'est le premier Halo, t'avais des démos sur le disque puis on jouait à Fusion Frenzy. C'était un party game. Puis pour moi, c'est un des meilleurs party games, tu sais, encore maintenant. C'est comme Mario Party, mais en crissement plus le fun. Donc, je trouve que les démos, c'est comme un art qui s'est perdu avec le temps. Les grosses productions, là, les gros jeux AAA, ils en font de moins en moins. Mais les jeux indie de même, là j'ai commencé, je me suis créé, là, je me répète pour les gens qui étaient sur mon stream l'autre fois, mais je me suis créé sur Steam, dans mes catégories, je me suis créé une catégorie démo. Et je commence tranquillement pas vite à accumuler des démos. Des fois, je fais le tour de toute ma wishlist sur Steam. Je vais toutes les voir un par un, puis je regarde lesquels ont un démo, puis je prends le démo pour l'essayer. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu. Je trouve ça le fun d'avoir l'impression que c'est en train un petit peu de revenir, en tout cas avec justement les jeux des fois un peu plus indie. Parce que ça te permet justement, avant de dépenser, on a toute la maladie. Là. Ceux qui sont pas gamers, là, ceux peut-être qui m'écoutent pour les jeux de société, qui jouent pas vraiment aux jeux vidéo, vous le savez peut-être pas, mais les gamers en 2026, ils ont une maladie. On achète tout le temps les jeux en spécial parce que c'est juste 2$, je serais fou de pas l'acheter. Puis on se ramasse avec une ludothèque énorme de jeux qu'on jouera jamais, ou en tout cas on se dit je vais jouer éventuellement, puis on le joue jamais. Donc, je trouve que les démos, ça permet de l'essayer. Par contre, je fais un parallèle. J'ai découvert un gars sur YouTube que j'aime bien. J'aime beaucoup ses vidéos. C'est des vidéos principalement sur le gaming. Des fois, il va toucher d'autres sujets, mais dans le vieux style YouTube. Il y a juste du gameplay qui n'a pas rapport avec ce qu'il dit, qui est en train de jouer. Et lui, il parle par-dessus. Tu sais, les vieilles vidéos de commentaires là, comme YouTube 2007. Là. Et j'aime bien ce qu'il raconte, j'aime bien ses opinions. Puis il y a aussi un podcast avec un autre créateur de contenu que j'écoute des fois en char, qui est super intéressant aussi. Et dans le fond, tu sais, le gars en question, au cas où vous posez la question, c'est BBK Dragoon. Puis il disait que les démos,
c'est bon de pas mettre trop d'heures, parce que des fois, tu mets trop d'heures dans le démo parce que tu as du fun, puis finalement, t'achètes pas le jeu. Ou tu l'achètes, puis tu as mis trop d'heures dans le démo, fait que tu joues presque pas au jeu. Si, je me rappelle plus c'est quoi le barème qui disait, mais si tu joues à un démo, puis tu joues 2-3 heures, puis tu as du fun, arrête de jouer, puis va acheter le jeu. Comme ça, tu vas mettre toutes tes heures dans le vrai jeu, puis en plus, tu encourages la compagnie. Vu que, comme on vient de le dire, c'est souvent des petites compagnies indie qui font des démos, ben c'est les principales compagnies, je pense, qui sont importantes à encourager. Moi, j'essaie de plus encourager les gros studios AAA pour rien. Si j'ai eu l'occasion de voir le jeu ou de l'essayer puis que c'était excellent, ça me dérange pas de le payer et d'encourager le gros studio AAA. Mais tu sais, Starfield, j'ai tellement vu à quel point ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'encourager Bethesda pour ce jeu-là. Moi, je précommande presque plus de jeux. Le dernier que j'ai précommandé, c'était Hogwarts Legacy. J'ai pas beaucoup de plaisir. J'ai mis, on peut aller voir là, dans ma bibliothèque. Hogwarts. Combien d'heures j'ai mis? J'ai mis 14 heures. J'ai pas haï ça, mais j'ai vraiment pas embarqué. Je vais peut-être y redonner une chance là, ces temps-ci, justement, avec tout mon retour à la littérature. Des fois, j'ai le goût d'y retourner, mais c'était la première fois depuis des années que je précommande un jeu, et c'est aussi la dernière. Alors voilà, les démos, réessayez ça. Refamiliarisez-vous avec l'univers des démos. Je pense que ça vaut la peine. Ça permet de gérer son argent un peu plus intelligemment aussi. Et quand vous allez dans le magasin de Steam, par exemple, tac, 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 vous allez dans Naviguer. Et puis, il y a la catégorie direct démo. Fait que, tu sais, des fois, même juste, je parlais tantôt des jeux dans ma wishlist, mais juste de venir ici puis de regarder un peu c'est quoi les démos qu'il y a disponibles, je pense que ça peut valoir la peine. Ça vous permet d'essayer des choses. Si vous avez des enfants qui game à l'ordi, ben, raison de plus de leur faire essayer des jeux que de juste tout le temps acheter, 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 acheter. Fait que voilà, des fois on découvre des belles petites choses comme ça. Donc, les démos. Chose dit, chose faite. OK. Ah, puis les nouvelles, là, PowerNaps, il est pas loin et je sais que je pense que je l'ai vu dans sa wishlist, là, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Ça, c'est un sujet que ça sera sûrement pas la dernière fois qu'on va en parler sur le Fringe Show, puis le monde en général. Un article sur jeux vidéo qui parle un jeu qui est bourré d'intelligence artificielle, mais qui est quand même adoré des joueurs. Donc, en gros, l'espèce de réflexion, c'est est-ce que l'IA, c'est automatiquement mauvais? Parce que là, on entend souvent du monde, ah, moi, s'il y a de l'IA, je touche pas à ça. Je trouve ça, à mon avis, un peu ridicule parce que l'IA n'est pas là pour s'en aller, puis l'IA n'est qu'un outil. Si le jeu au complet est fait avec l'IA, que ça paraît parce que le scénario il est pas super, puis que je veux dire qu'il n'y a rien d'artistique et de créatif là-dedans, c'est autre chose. Mais si tu utilises l'IA comme outil pour créer certaines choses, moi j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, faites juste regarder à notre échelle, hein, les petits créateurs. J'aurais jamais pu, v'là 20 ans, faire un film d'animation tout seul qui a de la gueule. Si t'es bien plugué ou débrouillard peut-être, mais je veux dire, c'était très compliqué. Avec l'intelligence artificielle, je pourrais, demain matin, si ça me tente, écrire un scénario, puis utiliser l'intelligence artificielle pour générer justement, générer les images, générer l'animation. Mettons, je veux faire un film d'animation. J'écris le scénario, j'écris les personnages, mais je peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire les dessins, faire l'animation. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas animer. Là, le monde, ils vont dire, ben oui, mais là, il y a des animateurs, tu pourrais payer. Ouais, mais moi, c'est ça que c'est comme ça que je le vois, en tout cas. On pourrait débattre, là, mais j'aurais pas le budget de payer une équipe complète pour faire un petit projet juste pour le fun. J'ai pas ce budget-là. Donc, je le ferai juste pas. Fait que l'intelligence artificielle permet à des gens comme nous de se tremper les orteils dans certains projets qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Au même principe que YouTube a permis à beaucoup de gens de créer du contenu, qu'avant ça, ça te prenait une grosse caméra, puis une équipe professionnelle, puis tout. Puis là, avec un drone, puis une GoPro, ou à la limite une caméra un peu plus de qualité, tu peux faire une meilleure qualité que la plupart des productions professionnelles d'il y a 15 ans. Donc bref, l'intelligence artificielle, c'était un peu le sujet de l'article, mais c'était pour le jeu My Winter Car. Moi, j'ai vu beaucoup de gens jouer à My Summer Car. J'ai jamais joué parce que j'ai vu... En fait, c'est juste ça. C'est con, hein, mais j'ai tellement regardé de gens streamer My Summer Car que j'avais quasiment pas le goût de jouer parce que j'ai quasiment... Des fois, c'est ça le danger. J'ai joué à travers
la session de jeu de quelqu'un d'autre. J'ai vu le jeu en masse. Mais My Winter Car, qui est nouveau, qui est coté à 95% d'avis positifs sur Steam, malgré l'utilisation d'intelligence artificielle dans certains éléments. Puis l'équipe l'a dit, on est une petite équipe. L'intelligence artificielle, nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans ça. C'est pas un gros studio. Puis ça le dit ici, la page Steam du jeu contient un avertissement explicite. Ça, je trouve ça bien à la limite. Ça peut être le compromis. Tu veux mettre de l'IA, ok, mets un avertissement. Comme ça, sûr que pour eux, c'est une valeur de ne pas encourager l'IA. Ils ont le choix de ne pas acheter ton jeu. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Certaines textures de base, ainsi que des images et des voix pour les programmes télévisés et la musique de la radio in-game. Quand tu écoutes la radio dans ton char, des affaires de même, c'est fait par l'IA. Moi, je m'en fous, ça. Parce que ça, c'est pas les éléments core, c'est la viande qui vient se mettre autour de l'os. Puis j'ai pas de problème s'ils ont utilisé l'IA parce que ça aurait été trop complexe, trop long, trop chiant à faire étant donné que c'est une petite équipe. La radio qui joue pendant que je joue, je m'en fous dessus, là, honnêtement. C'est pas. On pourrait en débattre, mais je trouvais ça super intéressant. Puis ben le jeu en soi, c'est un jeu à découvrir. My Summer Car, My Winter Car. C'est pas pour tout le monde, mais pour les geeks de char comme moi, comme PowerNap, pour les gars qui aiment ça, les petits sandbox, puis s'amuser avec tout et n'importe quoi, c'est un jeu définitivement qui vaut la peine d'aller explorer. Bon, ça ici, j'ai lu l'article vite, mais en gros, je savais pas. Il y a un jeu de Pokémon à l'Animal Crossing qui s'en vient. Pokémon Pokopia sur la Switch 2. C'est-tu de My Summer Car tu parles qui est laid, bébelle? Des fois, les jeux laids, c'est plus le fun. Moi, il y a un autre jeu de char, là, je vais définitivement y retourner. Malheureusement, je l'avais laissé de côté quand j'ai commencé le RP de Grand Theft Auto. Puis pourtant, il était très hot. Puis je veux vraiment en parler parce que pour moi, c'est un gem. Puis c'est un jeu qui est pas super beau à la base. Mais, il est où? Motortown Behind the Wheels. C'est super. Ça se veut pas un jeu qui essaie d'être photoréalistique. Mais ce jeu-là, il était insane. Puis malheureusement, j'ai arrêté de jouer parce que j'avais embarqué dans le RP GTA. Puis ça me donnait un peu la même vibe, mais finalement, c'est tant mieux. Fait que je vais retourner là-dedans, je veux vraiment parler de ce jeu-là éventuellement. C'est juste que là, j'ai pas rejoué récemment. Mais oui, My Summer Car, My Winter Car, c'est pas un jeu qui est nécessairement super beau, mais c'est ultra plaisant quand t'aimes le style. Donc c'est ça, tout ça pour dire Pokémon Pokopia, prévu pour le 5 mars 2026, donc le 5 mars qui s'en vient sur la Switch 2. On voit clairement que le visuel que ça ressemble à Animal Crossing, là, je veux dire les chutes d'eau et compagnie. Mais c'est dans l'univers Pokémon. Là, je lisais, l'article disait que le but, c'est que la compagnie a l'intelligence de... Le but, c'est d'offrir une expérience de crafting, de petite vie paisible à l'Animal Crossing, mais c'est pas d'essayer d'être le compétiteur direct, parce qu'Animal Crossing fait très bien ce qu'il fait. Donc, en gros, c'est que les nuances, c'est comme tu as des Pokémon de type eau, type feu et compagnie, tu dois créer des biomes spécifiques, exemple un biome pour les Pokémon feu, un biome pour les Pokémon eau. Donc il y a comme des mécaniques de jeu différentes et tu peux utiliser les Pokémon dans ta construction. L'exemple qu'il disait, c'est que tu vas utiliser, mettons, les canons d'eau de Bulbasaur et ses évolutions pour irriguer un canal ou en tout cas pour arroser des plantes. Je sais plus trop qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Tu vas utiliser la force de certains Pokémon pour creuser, des choses comme ça. Donc, si vous êtes genre aimé les petits jeux de simulation de vie, vous aimez Animal Crossing, et que vous aimiez ou non Pokémon, je pense quand même que Pokémon Pokopia, ça va être un titre là, à garder à l'œil. My Winter Car, c'est ma vie en virtuel. Voilà, c'est à peu près ça pour vrai. Hein? Donc, c'est ça pour les nouvelles. On aura l'occasion de reparler dans le futur de l'intelligence artificielle. Puis c'est d'ailleurs une des raisons que j'aimerais avoir un co-host. Ça peut faire des conversations intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Et puis ben, finalement, on va revenir après ça avec le Varia, le co-host et tout ça. Mais la dernière chronique, quand je disais finance, sécurité, je vous ai dit que j'allais parler de gestionnaire de mots de passe. Sincèrement, il y a plein de conseils qu'on peut donner. Bon, premièrement, ce qu'il faut garder en tête, parce qu'il y a toujours du monde qui va arriver. Ah ouais, puis tu penses que telle affaire, c'est l'affaire la plus sécuritaire? Non, regarde. Une affaire que tu apprends rapidement dans la vie, puis quand tu commences à t'intéresser aux finances, puis à la cybersécurité. La cybersécurité est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
depuis que j'ai travaillé chez WorldSample en 2020, on avait eu une formation par le chef de la cybersécurité, puis ça m'a vraiment conscientisé. Puis à cette heure, je fais attention. Est-ce que je pourrais améliorer ma situation? Oui, à plein de places. C'est un work in progress, mais on accepte que le risque zéro n'existe pas. OK, acceptez ça, le risque zéro n'existe pas. Est-ce que des browsers, des navigateurs web qui sont mieux que Brave? Oui. Parce que là, il y a du monde qui vont dire oui, mais Brave, c'est sur Chromium, donc c'est relié à Chrome. Mais pour moi, Brave, j'ai essayé LibreWolf, j'ai Mullvad aussi en bas. Pour moi, Brave, des fois, c'est tracer la ligne aussi entre l'efficacité et la sécurité. Brave, probablement, pour l'instant, il n'y a rien d'imparfait, il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas changer dans le futur puis devenir moins sécuritaire, mais présentement, quand tu fais tous les tests qui testent ton browser, il y a certains sites qui existent, là, notamment sécurité, tu as le site Privacy Browser qui vont tester ton browser. Ça te dit si ton browser a un fingerprint unique, donc une empreinte digitale unique. Plus elle est unique, plus tu es facile à retracer sur le web parce que tu as une empreinte unique comme nos empreintes digitales qui disent ben, à cause de ce navigateur-là, telle affaire, telle extension, tel site, c'est cette personne-là, telle adresse IP, c'est cette personne-là. Mais Brave, c'est un fingerprint qui est très commun. Bon, bref, mon but, c'est pas de parler de Brave, en fait, c'était juste ça mon point. C'est qu'il y a plein de choses que tu peux améliorer. Ton navigateur, ton moteur de recherche, plein d'affaires. Mais il y en a que ça l'intéresse pas. Puis, à un moment donné, ça sert à rien de partir en peur d'essayer de tout changer non plus. Fait que le conseil numéro 1 que je vais donner à tout le monde, si vous le faites pas déjà, s'il vous plaît, il y a des conseils qui sont plus subjectifs, qui c'est plus comme, bon, ça dépend de ton utilisation, mais ça, utilisez un gestionnaire de mots de passe, s'il vous plaît. Tout le monde devrait utiliser ça, mais si en plus vous me dites que vous utilisez les mêmes 3-4 mots de passe partout, pour l'amour de Dieu, arrêtez ça demain matin. Donc, un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pas mal straightforward, ça le dit dans le nom. Ça gère tes mots de passe. Mais ce que ça permet de faire, c'est que tous les gestionnaires de mots de passe te permettent de générer des mots de passe uniques. En gros, ce que tu veux que tous tes mots de passe sur tous les sites où tu as des comptes, ils soient uniques. Qu'il n'y en ait pas un de pareil. Et la raison pourquoi je voulais parler de ça, c'est qu'on utilise tous le web de nos jours. On utilise tout notre compte de banque en ligne. Donc, vous êtes tous pas à l'abri. Y compris moi, je l'ai dit tantôt, le risque zéro n'existe pas. Mais vous n'êtes pas à l'abri de vous faire hacker. Je connais beaucoup de personnes qui se sont fait hacker leur courriel, leur PayPal, leur compte de banque, puis c'est de la merde à gérer quand ça l'arrive. Le risque zéro n'existe pas, mais souvent, tu sais, si un bon hacker me vise personnellement, il va me hacker. Mais la plupart des gens qui se font hacker leur courriel, leur PayPal, leur compte de banque, c'est ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruits. C'est les cas faciles à hacker. C'est les gens qui ont 2-3 mots de passe, qui ont une adresse courriel, qui ont garoché partout sur Internet. Donc, à un moment donné, tout est leaké. Il y a des banques de mots de passe qui existent. Et les hackers, ils ont des systèmes, ils ont des programmes qui vont essayer ton courriel avec plein de mots de passe communs, plein de mots de passe que tu as potentiellement pu réutiliser si tu as certains de tes mots de passe qui ont leaké. Sur plein de sites, ils n'ont même pas besoin de le faire manuellement avec un humain. Et ben, si tu as les mêmes 3 mots de passe partout, puis que ça l'a leaké, puis qu'ils ont ton adresse courriel, puis ils ont testé ça, ben, paf, ils ont ton PayPal, ils peuvent changer les mots de passe, et voilà, c'est fini, t'es dans la merde, puis c'est chiant après ça à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les low-hanging fruits. Ils te visaient pas personnellement, c'est que ta situation en ligne, elle est tellement faible au niveau de ta sécurité que tu as été facile à hacker juste en passant en ratissant au râteau puis en allant chercher les cas faciles. Alors, avec un gestionnaire de mots de passe, tu viens de renforcer ta sécurité de beaucoup. Tu vas juste avoir. Puis là, le monde sont comme, ben là, c'est compliqué, là, plein de mots de passe partout. Puis là, si j'en ai besoin, je m'en rappelle pas. Premièrement, toutes les applications de gestionnaire de mots de passe, ils ont leur site web et ils ont l'application pour le téléphone. Donc, tu sais, moi, sur mon téléphone, quand je suis sur un site web, ça prend mon Face ID, ça débloque mon gestionnaire de mots de passe, ça autofill, ça remplit automatiquement
mes usernames, mes mots de passe. Donc, c'est super facile. Et dans le fond, tous les gestionnaires de mots de passe, même les versions gratuites, il y a toujours des versions gratuites, des versions payantes, ils vont te donner l'outil de générer des mots de passe. Donc, tu vas dire, génère-moi un mot de passe de 20 caractères avec des lettres, des chiffres, des majuscules, puis des symboles. Puis c'est un mot de passe unique qui est beaucoup plus compliqué à trouver. Alors, je prêche pour ma paroisse, c'est ce que je fais. Si vous n'avez jamais fait ça, puis vous avez 3 mots de passe en ce moment, vous n'avez pas besoin d'une version payante avec tous les features. Prenez juste une version gratuite. Il va vous manquer des features, mais c'est probablement des features que vous ne connaissez même pas de toute façon. Donc, commencez avec ça. Moi, j'utilise Proton parce que j'aime beaucoup la suite Proton. J'aime la compagnie. J'aime ce qu'ils font. C'est du open source. Donc, ils sont assez transparents sur leur code. Et j'ai payé pour la suite Proton. Donc, ça me donne accès à toutes les features payantes de, comme j'ai dit la dernière fois, les courriels, le gestionnaire de mots de passe, le VPN, et ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais Proton a la version gratuite. C'est ce que j'utilisais avant de payer. J'avais la version gratuite. Ça fonctionne très bien. Il y a Bitwarden qui existe, qui est souvent utilisé. Vous allez avoir... bon, vous voyez, Proton Pass, il sort ici. OnePassword. NordPass, je sais pas. Je l'ai pas trop checké. Mais tu sais... Proton Pass, OnePassword ou Bitwarden, allez fouiller là-dedans. Prenez juste celui que vous aimez le plus, l'interface qui a l'air le plus simple pour vous. Et tranquillement, pas vite, allez modifier vos mots de passe. Au moins, s'il vous plaît, regardez, faites pas tout du jour au lendemain. On n'a pas besoin de passer de 0 à 100 d'un coup, là. Allez au moins changer les mots de passe de vos comptes importants. Ce qui veut dire votre courriel, vos comptes financiers, bancaires, placements, les comptes gouvernementaux, tout ce qui est important, qui est relié à votre identité. Prenez votre gestionnaire de mots de passe, créez un compte là-dessus. Vous allez avoir besoin de vous rappeler un mot de passe. Puis le mot de passe sur votre gestionnaire de mots de passe, ça peut être une phrase, un bout de chanson, whatever. Puis vous allez mettre là-dedans des symboles, des chiffres. Donc, quelque chose de complexe. Vous avez juste lui à vous rappeler. Allez changer les mots de passe au moins de vos comptes importants. Je vous le dis, juste ça, là, si vous ne faites pas déjà ça, vous allez être en haut de la majorité des gens en termes de cybersécurité. C'est loin d'être parfait. Même moi, c'est très loin d'être parfait. Mais juste ça, là, vous allez diminuer de beaucoup les chances de passer dans le ratissage large. Donc, juste ça, c'est merveilleux. Puis là, s'il y en a qui disent, oui, mais là, Cédric, Fringe, si j'ai juste un mot de passe puis quelqu'un hack mon gestionnaire de mot de passe, ben là, il y a tous mes mots de passe. D'une certaine manière, oui, mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. Premièrement, si ton mot de passe est complexe et unique, les chances que ton gestionnaire de mot de passe se fasse hacker, honnêtement, sont faibles. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Je veux dire, en ce moment, si tu utilises les 3 mots de passe partout, puis que tu essaies de m'argumenter que tu as peur de te faire hacker ton gestionnaire de mot de passe qui, lui, a tous tes mots de passe, je te confirme que ton gestionnaire de mot de passe est, j'invente un chiffre, 1000 fois plus sécuritaire que tes 3 mots de passe que tu réutilises partout. Si tu as un mot de passe unique, les chances qu'il soit trouvé sont faibles. Donc, première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je veux dire, c'est que utilisez l'authentification à double facteur. Surtout, vous devriez utiliser ça. Surtout. Moi, je l'utilise partout. Donc, quand je me connecte, ça me prend mon mot de passe et ça me prend l'authentification de mon application d'authentification. Personnellement, j'utilise Ant, E-N-T-E. Il y en a plein d'autres. Utilisez lui que vous voulez. Mais vous devriez utiliser ça partout. Mais au minimum, sur votre gestionnaire de mot de passe. Fait que là, tu as un mot de passe unique sur ton gestionnaire de mot de passe. Puis en plus, ça te prend ton application pour l'ouvrir. Fait que les probabilités que quelqu'un te hack là-dessus, encore une fois, sont faibles. Et finalement, si tu veux comment on appelle ça? En tout cas, une dernière mesure de sécurité. Quelque chose que, honnêtement, même moi, je devrais le faire avec tous mes comptes, mais je le fais avec les comptes importants. Ajoutez un code, un NIP, un mot, peu importe ce que vous voulez, à la fin d'un mot de passe qui n'est pas enregistré dans votre gestionnaire de mot de passe. Je m'explique, c'est peut-être, ça porte à confusion. Mettons que tu as ton mot de passe qui est compliqué. Là, pour le bien de l'exemple, il ne sera pas compliqué, là, mais toi, tu as un mot de passe compliqué pour le site de ta banque. Okay? C'est juste des lettres, des chiffres et des symboles. Mettons que mon mot de passe, c'est crayon. Mon vrai mot de passe sur mon site de la banque, ça va être crayon. Puis mon code que je vais utiliser, c'est, je sais pas moi, Lego. J'invente. Fait que
crayon Lego. Puis le mot Lego, je vais aller le mettre à la fin de chacun de mes mots de passe. Mais le mot de passe que j'enregistre dans le gestionnaire, c'est juste le mot de passe avant Lego. Fait que même si quelqu'un hackait mon gestionnaire de mot de passe et qu'il essaie de se connecter, il ne sera pas capable parce que techniquement, c'est pas le bon mot de passe qui est enregistré dans mon gestionnaire de mot de passe. J'ai retiré le NIP, le code, le mot, la phrase, peu importe. Ça, je l'ai dans ma tête puis je l'ajoute manuellement. Donc, quand je fais l'auto-remplissage, l'autofill, mon gestionnaire de mot de passe, il met mon mot de passe et moi, je viens rajouter manuellement mon code. Donc, ça, c'est la dernière mesure de sécurité que vous pouvez mettre. Si vous faites tout ce que je viens de dire, les probabilités que vous faites hacker facilement de même diminue de beaucoup. Donc, c'était ma petite chronique cybersécurité. La cybersécurité est un concept qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même des bonnes connaissances. Puis souvent, c'est des connaissances soit que j'ai justement de mes expériences professionnelles ou que je vais... Non, 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 non. Je sais, c'est pas grave. Désolé, petite interruption parce que les chats ils sont fatigants des fois. Donc, voilà. J'aime ça. J'apprends de manière autodidacte aussi sur YouTube. Mais je tenais à partager ça parce que c'est bien beau partager des trucs de finances. Mais nos finances, on les gère toutes en ligne. À cette heure, c'est rare que j'imprime de l'argent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir les mêmes 3 mots de passe. Et s'il vous plaît, utilisez un gestionnaire de mots de passe. La transition est beaucoup moins compliquée que vous pensez. Pour vrai, je sais que ça a l'air gros au début. Faites juste créer un compte. Allez changer les mots de passe des comptes principaux reliés à votre identité. Commencez avec ça. Puis tranquillement, pas vite, si vous avez envie d'aller changer les autres. Après ça, ultimement, si tu te fais hacker ton compte de newsletter de Renaud Bré, tu t'en fous peut-être. Mais bon, après ça, si tu veux changer les autres mots de passe, tu le feras bien. Mais je vous encourage fortement à aller chercher un gestionnaire de mots de passe. Comme je dis, les versions gratuites, c'est amplement suffisant pour monsieur, madame, tout le monde qui a même pas de gestionnaire de mots de passe en ce moment. Donc, je vous encourage à faire ça. Puis là, j'ai vu un article récemment, Trump, ça a l'air, je me rappelais pas de ça, ou ça m'a peut-être échappé. Quand il se présentait aux élections, ça a l'air qu'il a déjà dit qu'il voulait caper la limite du taux d'intérêt des cartes de crédit. Et là, il a tweeté récemment. Il s'est fait reprocher par Bernie Sanders de ne pas respecter sa parole qu'elle allait caper les limites, qu'elle allait mettre une limite au taux d'intérêt des cartes de crédit et que non seulement il respectait pas sa parole, mais en plus, il avait fait l'inverse, il favorisait avec certaines lois, il favorisait les grosses compagnies qui peuvent s'enrichir en vous chargeant jusqu'à 30% d'intérêt sur des cartes de crédit, ce qui est énorme. Alors, après s'être fait reprocher ça par Bernie Sanders, pas longtemps après, ce qui est étonnant, mais Trump a tweeté qu'il voulait mettre pour un an, on va voir si ça va se faire, mais à partir du 20 janvier, ça va faire un an qu'il est au pouvoir officiellement, et il veut lancer une année où est-ce que les taux d'intérêt des cartes de crédit sont limités à 10%. J'espère que ça va arriver. Ça devrait être plus qu'un an. Là, il y a beaucoup de gens qui sont contents de ça. Bien sûr, les grosses institutions financières et les gros pleins de cash, eux autres, sont pas contents de ça. Pour plein de raisons. Donc, c'est intéressant à voir, mais moi, je le souhaite. Si jamais ça l'arrive, je sais ça va probablement suivre au Canada parce qu'on est tous avec Visa et Mastercard. J'imagine, j'espère. Puis si ça l'arrive, puis vous avez des dettes de carte de crédit, mon Dieu, profitez du temps que c'est à 10%, puis clencher. Pas profiter du temps que c'est à 10% pour vous endetter encore plus. Ce n'est pas mon point. Parce que je suis sûr que ça va être la logique de plein de monde, malheureusement. Mais profitez de ce temps-là pour rembourser agressivement parce que vous allez rembourser beaucoup moins d'intérêt. Donc, à suivre, mais si ça se fait, ça va être quand même intéressant. L'article là, parlait des... Qu'est-ce que les gens viennent dire contre ça, et ainsi de suite. Mais voilà, je suis vraiment intéressé, pas intéressant, pardon. Je suis vraiment intéressé de voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, ça fait le tour des chroniques, messieurs, dames. Dans le Varia, très rapidement, pour les gars de char comme nous autres, sachez que selon un article du Kelly Blue Book, là, j'ai pas encore toutes les dates, là, je voulais voir, me semble qu'il nous indiquait pas grand-chose. Non, c'est ça, je sais pas encore comment ça va prendre... ça va rentrer en effet, mais il va y avoir une
Blablabla. Ça m'arrive de déparler des fois, je sais pas parler. Heureusement, j'écris mieux que je parle. Il va y avoir de nouvelles normes dans l'industrie automobile. Vous savez comment à chaque année, il y a des nouvelles choses. Tu sais, il fut un temps où les miroirs étaient même pas obligatoires. Moi, quand j'ai vendu des voitures chez Honda, mon directeur du renouvellement, lui, il avait commencé à travailler là en 92, je pense. Puis en 92, le miroir, le rétroviseur extérieur, là, le miroir extérieur pour du côté passager était optionnel. C'était une option que tu payais en plus si tu voulais l'avoir. Euh, donc, vous voyez qu'il y a des choses qui deviennent obligatoires avec le temps. Et ils vont, de ce que j'ai cru comprendre, là, corrigez-moi si jamais je me trompe, mais j'ai cru comprendre que c'est officiel. Là, c'est pas on en parle. Là. Il va y avoir une norme que quand ta voiture est en mode autonome, là, tu sais que tout se fait tout seul ou presque, là, le volant tourne tout seul pour respecter. Quand ton respect des voies est à on, le cruise control adaptatif est à on, et ainsi de suite, là, qu'on est en mode autopilote quasiment, il va falloir qu'il y ait des lumières bleues-vertes qui soient allumées pour signifier aux autres utilisateurs de la route que c'est les systèmes automatisés qui contrôlent principalement la voiture en ce moment. L'article parlait que c'était beaucoup aussi les policiers, des fois ils ne savaient pas trop si telle manœuvre d'un utilisateur de la route, est-ce que c'était le conducteur ou les systèmes. Eh bien, maintenant, on aurait une lumière allumée. Donc, quand tu verrais la petite lumière bleu-vert, en anglais, ils ont un mot pour le bleu-vert, c'est teal, T-E-A-L. Ben, vous allez savoir que ce véhicule-là, il chauffe tout seul, donc il est probablement plus sécuritaire que toutes les autres qui n'ont pas les petites lumières bleu-vert, pardon, ça s'accorde pas, ouvertes. Donc voilà. Alors, je tenais à vous partager ceci. Et ben voilà, pour le reste, écoutez, on arrive vers la fin. C'est pas mal juste parler de faire mes derniers petits call to action pour moi-même. Je suis en train de travailler sur le montage de mon vlog aux îles de la Madeleine. Je l'ai fait un petit peu en live l'autre fois. Je l'ai continué off-stream. Donc là, on a toute la portion road trip, bateau et arrivée aux îles qui est terminée. Il y a de la finition à faire, là, mais le gros cut est fait. Donc ça va sortir début février. Restez à l'affût. Si jamais ça te tente, turquoise à la place de bleu-vert. Ouais, j'ai de la cave, là. On va faire comme si j'avais rien dit. Turquoise. C'est vrai, c'est pas mal turquoise dans le fond. Hein. L'autre fois, j'ai écrit teal en français, puis j'avoue que j'oubliais. J'étais comme, ça me semble, il y a un mot pour cette couleur-là. Turquoise. Alors voilà, les lumières turquoises ou bleu-vert. Donc c'est ça, la vidéo va sortir début février, puis je voulais juste partager un peu, je commence à me monter une liste. Là, ben oui, je sais, merci pour l'aide, pour toutes les fois où on se donne la marde, toi et moi, s'il faut bien qu'on s'aide de temps en temps, c'est apprécié. Je me note beaucoup de trucs que j'aimerais faire comme pour YouTube, en fait pour le French Channel. Puis dans le fond, la nouvelle vibe de la chaîne, je commence vraiment à bien la définir. Je l'ai déjà dit dans le passé, c'est aventure lente, découverte inusitée, voyage atypique. Donc je commence à me bâtir une liste de choses que je pourrais faire. Il y en a qui sont plus coûteuses que d'autres. Et une des choses que j'aimerais faire, ben, pour ceux qui suivent l'émission lunaire, ben, l'émission spatiale, mais lunaire, le programme Artemis va faire son lancement d'Artemis 2 quelque part entre février et avril. Ça peut toujours être repoussé. Pour l'instant, la première date qui est affichée, c'est le 5 février, mais ce n'est pas sûr. Plus on va se rapprocher du 5 février, plus on va savoir si ça se fait le 5 février ou si c'est repoussé. Mais même si ça va me coûter des sous, j'aimerais vraiment aller y assister. J'ai toujours eu sur ma bucket list d'assister au décollage d'une fusée. Ça a l'air que c'est fou. Et là, en plus, un décollage historique. C'est la première fois qu'on a des astronautes qui vont quitter l'orbite de la Terre depuis l'émission des années fin 60, début 70. Ils s'en vont faire le tour de la Lune. Donc, dans le fond, ils vont passer 24 à 48 heures en orbite autour de la Terre pour tester les différents systèmes de propulsion du vaisseau Orion. Si tout est beau, quand ils vont repasser au point le plus près de la Terre, ils vont activer les moteurs et ils partent sur un voyage d'une vingtaine de jours. Ils vont faire le tour de la Lune, ils vont profiter de la gravité et de l'orbite de la Lune pour faire le tour. Ils vont tester certains systèmes de communication et ils vont revenir. Donc c'est très historique, c'est très intéressant à mes yeux. Décollage, bien sûr, de Cap Canaveral en Floride. Donc, c'est sûr, ce qui est bâtard un peu de ça, c'est que
ben la veille, ils peuvent annuler parce qu'il pleut ou parce que la météo, whatever. Il peut y avoir plein de raisons. Mais moi, je peux pas attendre à la veille. Si j'y vais, il va falloir que je sois là au moins une journée d'avance. Probablement que j'irai en avion parce que ça me coûterait moins cher. Mais si j'y allais en auto, je pourrais dormir dans mon char, par exemple. En tout cas, ça, c'est à planifier. Mais si j'y vais, ça va être la vidéo YouTube de mars. Si ça se fait pas à ce moment-là, ça sera autre chose. Donc, abonnez-vous. YouTube / commercial French Channel pour mon tag. Donc, vous allez voir, c'est mon logo rouge avec ma face devant le logo au lieu du dessin. Je vous invite fortement à aller vous abonner. Donc, pour l'instant, je vise une vidéo par mois pour ne pas partir en peur et échouer. Je ne pourrais pas faire une vidéo par semaine de toute façon pour l'instant. Si un jour ça devient mon gagne-pain, on en reparlera. Donc voilà pour YouTube. Tantôt j'en ai parlé, j'ai ma nouvelle. Ben, ça fait 1 an que je suis à fond dans les stylos plumes. J'en ai 2 pour l'instant. J'ai un pilote Kakuno. Un excellent. Pour vrai, je comprends pourquoi il est recommandé. Excellent stylo plume pour les petits budgets pour commencer. Il est écrit super bien. Il est cool. Moi, j'ai la version transparente, mais il y a des versions avec différentes couleurs. Donc là, je l'ai avec l'encre Oxblood de Diamine. J'adore celui-là, c'est mon principal. Et j'ai celui que j'ai montré tantôt, donc l'ami All-Star. Et j'ai l'intention de me procurer d'autres stylos plumes. Je suis à fond dans l'écriture. J'aime bien écrire de manière manuscrite, donc je vais me plonger les orteils, malheureusement, dans le monde de la papeterie. Bébel qui dit que ça doit être quelque chose quand même. Ah ouais, assister à un décollage de fusée, ça a l'air que le son, le bruit, le feeling de voir ça dans le ciel, le mix de tout ça, ça a l'air que c'est débile. Donc j'aimerais vraiment ça y assister. D'ailleurs, à un moment donné, anecdote, parenthèse, ma blonde a fait beaucoup d'angoisse avec l'espace en général. Autant que moi, je trippe avec ça, elle, ça la stresse. Puis il y a quelques années, on est allé à Mégantic, il y a peut-être 3 ans. Puis à un moment donné, le soir, vu que c'est Mégantic, c'est réputé justement, il n'y a pas de pollution lumineuse, tu peux voir très bien le ciel. Je suis pas allé à l'observatoire parce qu'il était fermé, mais je me suis parké sur le bord de la route. Il y avait une espèce de petit parking. Puis j'ai regardé dans le ciel, on voyait vraiment bien, c'était beau. Et à un moment donné, là, ma blonde, elle a resté dans le char sur son téléphone pour pas trop regarder, pour pas trop être angoissée. Puis à un moment donné, j'ai vu une grosse traînée de lumière bleue, là, mais une grosse affaire, là, c'était weird, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme s'il y avait un gros lasso électrique bleu dans le ciel, là. Je dis ça à ma blonde, je dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, je trouvais ça hot, là. Je comprends, là, je la blâme vraiment pas, là, mais elle s'est mise à stresser. Parce que tu te dis, c'est quoi, en plus, je pense que c'était dans le temps, je pense que c'était pas longtemps, c'était l'été qui a suivi le début de la guerre en Ukraine. Là, tu te dis, c'est un missile, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, c'était un décollage qui a été fait de la Floride pour aller, de SpaceX, pour aller mettre un satellite Starlink dans l'espace de Mégantic. Je voyais très bien la traînée de la fusée qui était rendue très haute, là, mais et très loin. Mais j'ai vraiment vu ça, c'était spécial. C'était vraiment fucké. Fin de l'anecdote. Encore une fois, je réitère, j'aimerais bien avoir un co-animateur. Si ça vous intéresse, j'aimerais ça un co-animateur régulier, mais je veux pas mettre d'obligation à personne. C'est pour ça que tantôt je te disais, Bébel, mettons, si tu veux venir parler de manga à un moment donné, t'es la bienvenue. C'est sûr qu'avec des amis, c'est toujours plus agréable. C'est ultimement ce que je recherche. Là. Je prendrai pas juste n'importe qui, juste parce que la personne me dit, moi, ça me tente. À part si je te connais pas, mais que je suis capable d'aller voir ce que tu produis comme vidéo, comme stream, puis que tu es allumé, puis que j'aime ta vibe, peut-être. Là, on peut apprendre à se connaître en stream, mais sinon, c'est sûr qu'avec des amis, c'est mieux. Ou des gens qui connaissent les sujets. Je pense que je l'ai vu, cette affaire-là, chez Reaper. Oui, on en avait parlé. Je pense que j'en avais parlé quelque part, puis je me rappelle, c'est ça que tu m'avais dit à l'époque. Ça me revient maintenant que tu en parles. Donc voilà, un petit co-animateur pour le podcast, même si j'ai pas de misère à le faire tout seul, ce serait quand même bien agréable. Et puis, ben c'est tout. Je vous invite aussi à venir sur le Discord. Même chose, le Discord, c'est un peu plus dur à plugger verbalement, mais même si vous écoutez le podcast en audio, le lien d'invitation pour joindre le Discord va être là. Pour l'instant, c'est encore très tranquille. Même moi, je pose pas aussi souvent que je voudrais, mais mes annonces se font là, puis je veux commencer pas vite. Tous les sujets qui m'intéressent,
auxquels sur lesquels je discutais dans le Discord de la Team Faucheuse, ma team Twitch. J'aimerais commencer à en discuter sur mon Discord à moi. J'aimerais le rendre vivant. J'aimerais qu'il y ait une communauté en fait qui se crée là. Donc, puis là, pour ceux qui sont en live, je le remets ici. Mais pour les autres qui écoutent en rediffusion, le lien dans la description. Venez jaser, venez me partager vos jeux de société que vous avez achetés, que vous avez joués, des articles que vous voyez, que ce soit sur le monde ludique, les jeux vidéo, la littérature. J'aimerais vraiment bâtir quelque chose là, puis je pourrais utiliser ça aussi pour mes podcasts. Donc, c'est tout. Merci d'avoir été à ce deuxième épisode du reboot du Fringe Show. On va se revoir la semaine prochaine, bien sûr, pour un troisième épisode. Et là-dessus, je vous souhaite je voulais dire 8 choses en même temps, une excellente semaine.